Sympa comme petite ville. Je vulgarise tous les sujets en lien avec la micro-entreprise. J'ai un média qui s'appelle La Micro by Flow et j'accompagne, ça fait 4-5 ans que je fais ça, je l'ai fait 3-4 ans en micro-entreprise et là c'est ma deuxième année en société. Je suis en SARL unipersonnel, donc en gros une EURL. Donc je suis passé les plafonds de chiffre d'affaires, donc j'ai évolué de la micro en société, mais je continue à faire tout ce que je fais, c'est-à-dire accompagner les micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. D'ailleurs, je vais utiliser le terme micro-entreprise, micro-entrepreneur, parce que c'est le nouveau terme qu'on doit utiliser depuis 2016, plutôt que auto-entrepreneur. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. J'avais un Skyblog avant aussi. Vous pouvez me retrouver un peu partout. Et voilà, si vous avez des questions à me poser, vous pourrez le faire pendant tout le long de la présentation. Vous pouvez me couper à tout moment pour me dire « Florent, je n'ai pas compris ici au chiffre ou je n'ai pas compris ce que tu viens de me dire ». Et après, on a aussi un petit temps à la fin pour échanger. Le but, c'est que ça soit quand même assez pratico-pratique. Donc, il va y avoir… Alors, je sais que tout le monde n'a pas… Non, il n'y a pas de PC. Vous n'avez pas de PC, mais… Ouais, vous pourrez le faire. Je vais vous montrer des petites choses qu'il va falloir peut-être faire, peut-être chez vous ou autre. On va parler de retraite, par exemple. Et je vais vous montrer comment vous pouvez vérifier le montant de votre potentielle retraite. C'est important, on va le faire avec moi directement. Mais dans tous les cas, vous aurez la présentation. Et vous aurez aussi une petite fiche avec tous les liens que je vais vous indiquer. Donc, vous inquiétez pas, quand je vais vous dire logiciel habit, logiciel machin chose, je vais vous donner tous les liens et les petits codes promo parce que quand on peut profiter des petites promos sur les logiciels, on en profite. Si possible, les 3/4 des logiciels que je vais vous proposer, il y aura une alternative gratuite et après, une alternative payante, mais qui a plus de fonctionnalités. On va faire un point sur maîtriser la gestion de sa micro-entreprise. Juste avant, je voulais savoir, ça fait à peu près combien de temps que vous êtes en micro-entreprise? Un petit peu, si je fais 2 ans. 2012. 2012, donc 12 ans. Oui. Ok. 15 ans, ok. 2017, ok. 2019. 2019, Ouais, pareil, 2019. ok. Ah, vous avez vécu le Covid, c'est pas ça va, c'était, ouais, c'était. Encore là. Ouais, voilà, oui. Vous avez été beaucoup affecté par ça ou ouais, ça affectait beaucoup l'activité? Ah, ben, on n'a pas besoin. Moi, Ah oui. je ne pouvais pas faire de visite d'appartement. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais. 2019, 2011. 2014, ok. 2022. 2020, oh, d'accord, le plus récent, ok, génial. 2020, ah oui, donc il y a déjà la CFE, on est en pleine période de CFE. Ça va, ça fait mal, non? Ouais. Alors, bon, je vous dis, il n'y a pas d'exonération pour cette activité-là, malheureusement, sauf si vous avez fait moins de 5 000 euros l'année N-2, donc l'année 2022. Après, il y a des possibilités de pouvoir baisser le montant de sa CFE. Est-ce que, je ne sais pas si c'est tabou ou pas, mais est-ce qu'il y a des gens qui font plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires l'année? Ouais. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux, si possible, avoir une domiciliation qui est à Paris, parce que le montant de la CFE à Paris, elle est à 75 euros. Je ne sais pas combien aujourd'hui vous payez de CFE. Ouais, surtout que alors vos activités. Ouais, Mais on le voit même quand on échange au travers de nos expériences. Ouais. Quelqu'un basé à Poitiers ne va pas payer plus cher ou moins cher. c'est ça. Il va payer plus ou moins suivant le. Ça augmente cette année. Et Ah. c'est indexé aussi sur le chiffre d'affaires? C'est sur deux choses. Ouais, alors c'est le taux de la commune. C'est la commune qui décide un taux qui peut être de 28%, 30%. La moyenne en France, elle est à 31%. Pour vous dire, le taux de Paris, c'est 16%. Donc voilà. Si je prends par exemple le Nancy, alors j'ai fait un article en plus avec tous les taux. Si je fais le taux de Nancy, le taux de CFE, alors si je tape pas CFE, taux CFE Nancy. Ah oui, on peut trouver ça facilement. Alors, pour les grandes villes, j'ai fait un article avec tous les taux de CFE des 50 grandes villes. Par contre, si vous habitez dans une petite ville qui est rattachée à une grande ville, essayez de voir la grande ville. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on est dans des petits villages ou autres, ce sont des communes qui se sont regroupées ensemble pour voter un taux de CFE commun. Donc, par exemple, Nancy, on est à 29,65, ça va. Mais si je prends Nanterre, on est à 20,91, Nice, 28. Donc, en fait, ça va dépendre de la domiciliation de votre micro-entreprise. Donc, on va faire le point sur pas mal de choses. Le but, c'est qu'il y a des choses, ça va être des bases, mais c'est bien de les réviser parce qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont en micro-entreprise, ils oublient des petites mentions, des petites choses à mettre en place ou autre. On va voir aussi des choses pour optimiser aujourd'hui la gestion de votre micro-entreprise. Et après, on va aussi parler de le après.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir passer en société ou qui se posent maintenant, est-ce qu'ils peuvent sous-traiter, etc. Donc, on va voir pas mal de choses. Le métier, je ne le connaissais pas avant. Le métier, je ne le connaissais pas, donc je me suis un petit peu intéressé. Aujourd'hui, si on devait vraiment résumer, vous me dites si j'ai bien fait mes devoirs, vous faites du conseil pour la mobilité professionnelle. Donc, en gros, quand une entreprise, j'imagine qu'un plan social ou, je ne sais pas, moi, ils vont recruter des gens, vous allez aider les salariés, ou non, les entreprises, pour les salariés à trouver un appartement, je ne sais pas, moi, j'imagine les transports en commun, ce genre de choses. L'installation dans leur nouveau lieu de... D'accord. Mais du coup, c'est en cas de plan social, est-ce que c'est en termes de recrutement? Invitation, embauche. Peu importe. Ah ouais, d'accord. Ok, peu importe la situation. Ok, super. Même quelqu'un qui a envie tout simplement de changer de ville, Ah. parce que son entreprise dit bah, moi j'ai envie de. Voilà, le siège est à Paris, mais est-ce que je peux aller travailler de Marseille? Ah, d'accord. Ou les pourquoi pas. étudiants. Ah, ok. Mais du coup, aujourd'hui, c'est ça que la question qui va être très importante pour la suite. Vous facturez uniquement des professionnels ou ça peut vous arriver de facturer des particuliers? Ça va être super intéressant, vous allez voir, parce qu'il y a des obligations quand on facture des particuliers. On va faire comme ça. Qui facture les particuliers? Ok. Qui a adhéré à un médiateur de la consommation? Voilà, bon, vous allez apprendre des choses. Un médiateur de la consommation. Vous allez apprendre des choses. Et alors, on est mandaté par des sociétés de relocation. Sophie, tu as vu, Barbara, ils ont des sociétés de relocation. Oui, Et donc, elles nous mandatent, nous, les consultants. oui. Pas dans tous les cas, hein, mais souvent, on a. Ce qui est important de savoir, qui facture qui, en fait. Où est la relation commerciale? On facture nos mandataires. Oui, alors du coup, c'est une facture, là j'imagine, à des professionnels, du coup. Mais quand vous facturez des particuliers, j'ai entendu étudiants ou autres, On facture le particulier. voilà. Mais quand du coup il y a facturation particulier, là il y a une obligation d'avoir une adhésion à médiation de la consommation. Voilà. Alors j'en parle aussi parce que c'est la FNPR, c'est en association, vous êtes ouais, mais du coup derrière c'est le statut. Ok. Il y a des possibilités de négocier des prix pour de la médiation de la consommation pour après le proposer à vos adhérents. À des prix, je vais vous en parler, vous allez voir. Ça, du côté des sociétés de relo, c'est un sujet qui va les concerner aussi, puisqu'il y a aussi des sociétés de relo qui passent en direct avec des particuliers Ouais. et qui peuvent aussi être amenés à nous mandater quand un particulier. Ah ben, toute Sur Internet, la médiation de la consommation. Moi, j'ai le budget de mon employeur, par contre, je dois me débrouiller. C'est pas mon employeur qui me dit d'aller Ouais. trouver telle société. Donc, tu contactes la première société de relocation trouvée sur Internet. Et s'il veut que ce soit quelqu'un qu'on connaisse, on peut après nous intervenir géographiquement pour l'accompagner. Ça arrive. Donc, déjà, la relation commerciale avec le particulier, elle se fait aussi entre le particulier et la société de relo qui nous mandate. Voilà, mais c'est ça. Et donc du coup, vous allez voir après comment ça se passe la médiation et qui doit l'enclencher, etc. Ce que vous allez voir, c'est même demain, vous allez à Carrefour, à Boulanger ou à la boulangerie, il y a des médiateurs de la consommation partout. C'est juste que vous ne le voyez pas, mais il y en a. Alors, donc je vous ai présenté qui j'étais. On va commencer direct, bam, la mention EI. Qui a la mention EI sur ses factures, devis, etc. Tout le monde? Non? Ah, non, pas sûr. La mention EI, qu'est-ce que ça veut dire? Individuel. En fait, il existe deux types d'entreprises, on va dire. Il y a les entreprises individuelles. C'est dommage, je dirais que je n'avais pas pensé à un tableau blanc. Je suis très tableau blanc, mais c'est pas grave. Il y a les entreprises individuelles et il y a deux sous-groupes en dessous. Il y a les micro-entreprises et les entreprises individuelles classiques. Donc demain, vous pouvez, entreprise individuelle, c'est vous en tant que personne physique. Et après, il y a les sociétés. Et dans les sociétés, derrière, c'est ce qu'on appelle une personne morale. C'est pas vous, c'est vous en tant que dirigeant d'une société. Et vous connaissez les termes SASU, SARL, EURL et SAS. Et du coup, en micro-entreprise, vous êtes une entreprise individuelle soumise au régime fiscal de la micro-entreprise. Mais on fait un truc plus court, on dit on est en micro-entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la mention UI. Elle est là depuis 2022. Il faut les mettre sur les factures, les devis, le site internet, les flyers. Pas besoin des cartes de visite, ne vous inquiétez pas. Les contrats de prestation de services, etc. En fait, si demain, moi, j'ai une micro-entreprise, si sur un contrat, il y a marqué Florian Charpentier, c'est moi en tant que personne. S'il y a marqué Florian Charpentier EI, c'est moi en tant qu'entreprise. C'est pour ça très important sur vos factures. Par exemple, si demain, vous allez faire, je ne sais pas moi, vous allez acheter quelque chose à Bureau Vallée ou n'importe quoi, demander des factures au nom de votre entreprise, ou je sais qu'il y a des gens des fois qui commandent sur Amazon, des choses comme ça. Amazon, vous avez la partie Amazon particulier, vous avez une partie Amazon Business.
Si demain vous passez à la TVA ou quoi que ce soit, il vaut mieux acheter au nom de votre entreprise, donc votre prénom, votre nom, la mention EI ou entrepreneur individuel. Il n'y a pas la version féminine, malheureusement. Ouais, Ouais. on leur dit sur la facture, vous mettez. EI, oui, voilà. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Alors, c'est encore mieux s'il y a la mention EI plus le numéro de SIRET, si possible, le numéro de sirène. OK ? Donc, sur vos devis, factures, vérifiez bien. Qui c'est qui a un logiciel de facturation là Tout le monde, vous avez quoi comme logiciel ? Henri ? Ah oui, bien. Indy, très bien. Indy, Henri, c'était un des premiers qui était connu, gratuit, etc. Le livre de recettes, il n'est pas super sur Henri, mais Indy est très bien, surtout si demain tu passes à la TVA, il va être pas mal. Gratuit, le compte bancaire aussi, gratuit. Et la récupération des données bancaires aussi. Oui, exactement. Moi, j'avais une petite question. Oui. Il faut faire marquer entrepreneur individuel sur les factures. Oui. Pour celles où on ne l'a pas fait, C'est pas grave. quand même. Ah, c'est trop tard. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de reprendre des factures qui ont été mises avant. Vous pouvez les annuler, etc., c'est-à-dire faire des factures, on appelle ça des factures d'avoir et factures rectificatives, mais vous n'avez pas, je sais qu'il y a des fois qu'il y a des gens qui font ça sur Excel ou Canva, vous n'avez pas le droit de dire ah, tiens, je vais juste modifier les mentions, ça n'a pas le droit. Ok. On n'a pas le droit de modifier une facture. Vous n'avez pas le droit de modifier une facture existante. Vous pouvez faire une nouvelle facture d'avoir pour annuler l'ancienne facture et après créer une nouvelle facture, du coup, rectificative, mais on n'a pas le droit de modifier une facture existante. Et marquer la main dessus. Ah non, surtout pas. Alors là, encore moins. Là, tu as un contrôle, ils vont te dire oula, qu'est-ce qui t'a. Exactement. Ouais, ouais. Et sur site internet, la mention EI, elle est affichée quand? Les mentions légales ? Tout en bas. Ah non, dans les mentions légales, le site appartient à Florent Charpentier, EI. L'entreprise Florent Charpentier. C'est comme si on disait Florent Charpentier SARL ou la Micro by Flow SARL, etc. Tout en bas de la page, un petit clic, mention légale. En gros, Site hébergé chez machin. on va prendre un site que j'aime bien, voilà, vraiment au hasard, hein. Un site que j'aime bien, et on va voir les mentions légales, ici, et là on voit l'éditeur est celui qui décide la mise en page, la Micro by Flow EURL. Donc qui c'est l'éditeur du site, et donc si j'avais mis juste la Micro by Flow, c'était mon nom commercial. Mais la Micro by Flow EURL, c'est la raison sociale. Et pour vous, c'est votre nom, votre prénom, la mention EI. Qui a un nom commercial aujourd'hui Alors, le nom commercial, il n'a pas vraiment de valeur juridique en micro-entreprise. C'est-à-dire que c'est toujours votre nom, votre prénom. C'est-à-dire que même sur un contrat, une facture, vous mettez votre nom commercial, il faut quand même marquer votre nom, votre prénom, la mention EI. Vous pouvez par contre, cependant, protéger votre nom commercial. Il faut le vérifier, il faut le déposer à l'INPI, ça coûte dans les 200 € pour déposer votre nom de marque, on va dire, et que les gens ne puissent pas l'utiliser. Et quand vous faites un dépôt, il faut protéger, est-ce que vous protégez le verbal ? Est-ce que vous protégez le logo ? Est-ce que vous protégez, il y avait quoi ? La typo, juste ? Moi, aujourd'hui, j'ai déposé le verbal. C'est-à-dire que si demain, j'ai quelqu'un, en fait, une vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous avez dit de la Micro by Flow, je peux venir en disant « Ah non, je ne vous ai pas donné le droit de… » Ah ouais ? Vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot la Micro by Flow. Bon, personne ne le fait, mais je pourrais demain dire « Vous n'avez pas le droit ». Donc, hop là, je vais revenir. Je reviens, pardon, Oui. sur le logiciel de facturation. Oui. C'est obligatoire ou pas? Bientôt. Alors, Pas encore obligatoire, c'est ça? c'est ça. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel de facturation, même si on passe à la TVA. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un logiciel de facturation. Moi, je le recommande aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent, il y a des mentions légales sur les factures. Je vous prends un exemple. Les facturations pour les professionnels, il faut indiquer l'indemnité de frais de recouvrement de 40 €. Beaucoup de gens qui l'oublient. Les pénalités de retard. Pareil, il y a deux nouvelles mentions qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps. Il y a la mention, la catégorie de la prestation de la vente. Par exemple, aujourd'hui, il faut indiquer prestation de service. Il y a beaucoup. Henri, il ne prend pas cette catégorie. Il n'a pas mis cette nouveauté. Ouais. Et puis aussi que le service est valable en France, excepté, par rapport à notre assurance, à notre RC Pro. Ah oui, la RC Pro, oui, c'est ça. Tu peux l'indiquer, exactement. C'est pareil, C'est pas. Alors, c'est pas obligatoire. Ce que nous avez envoyé là, c'était. Alors, si tu l'as, il vaut mieux l'indiquer, etc. Parce que la RC Pro, elle est obligatoire, par exemple, pour les activités du BTP ou les activités qui sont dites réglementées. La vôtre, elle n'est pas réglementée. Par contre, c'est bien la mention de l'assurance. Dans votre cas, si vous l'avez, il faut l'indiquer. Ouais. Donc, et moi, je recommande, on va en parler d'assurance, je recommande de l'avoir. Hop là, allez, on va, mention UI, on l'a fait. Donc, check, pour les gens qui n'ont pas fait la mention UI. Le livre de recettes, ce n'est pas un livre de cuisine. J'imagine ceux qui ont un riz en livre de recettes.
Le livre de recettes, c'est un document, c'est le seul document comptable à avoir qui récapitule ce que vous avez encaissé. Date d'encaissement, donc on calcule toujours le chiffre d'affaires, etc. sur l'encaissé, pas sur le facturé. Il y a beaucoup de gens qui se trompent sur les déclarations de chiffre d'affaires. Alors, ce qui arrive sur le compte, oui et non. Alors, ça dépend parce qu'il y a des gens, par exemple, est-ce qu'il y en a qui se font payer par PayPal ou Stripe? Non, personne. Vous ne passez pas par des plateformes de paiement? Stripe. Ben, il y en a qui, par exemple, qui vont se faire payer par Stripe. Je ne sais pas, moi, si demain je propose une consultation, vous avez payé sur Stripe avec, vous savez, les Calendly, les logiciels comme ça pour prendre des rendez-vous. Stripe va encaisser pour moi un montant, je ne sais pas, je vais prendre exemple 100 €, et derrière va me reverser 98 € parce qu'ils prennent leur com. Vous devez quand même déclarer 100 € parce que vous ne pouvez rien déduire en micro-entreprise. Donc si vous êtes passé par une plateforme qui prélève une commission et tout, vous ne pouvez pas la déduire. Voilà. Et donc, c'est pas à ce moment-là ce qu'on a encaissé sur le compte, parce que là, du coup, on est passé par un intermédiaire. C'est Stripe qui a encaisser les sous en notre nom. Combien Stripe a encaissé? 100 €. Voilà. OK. Je vais tester une petite fonctionnalité qui est toute nouvelle. Oh là là, regardez, on va pouvoir faire de Cluedo, etc. Non, la catégorie, est-ce que c'est la prestation de service ou de la vente de marchandises? Le nom du client, le moyen de paiement, le montant encaissé, numéro de facture. La facturation, dans votre cas, est-ce qu'elle est obligatoire ou non? Si vous facturez des professionnels, c'est obligatoire. Si vous facturez des particuliers, c'est obligatoire si la prestation de service est supérieure à 25 €. J'imagine que personne ne fait. Ah ben là, des fois j'ai eu des trucs, j'ai coiffeur qui fait facturer 20 € la coiffure. Ouais, c'est ça. Donc, partie du principe que même si votre client ne veut pas la facture, vous la faites quand même pour vous. Parce qu'en principe, vous faites une facture et vous donnez le duplicata au client. Si votre client dit « Ah, je ne veux pas la facture », vous la faites pour vous. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait, qui est, je sais plus, ça a été, je pense, c'est diététicienne. Elle était sur Doctolib, etc. Donc Doctolib gère un peu tous les trucs. Et là, elle a eu un contrôle URSSAF. URSSAF lui demande depuis 2021 toutes les factures, le livre de recettes, etc. Et elle faisait rien parce qu'elle disait, Doctolib gère tout. Et en fait, non, Doctolib ne gérait pas complètement les factures et le livre de recettes. Alors, le livre de recettes, là, je lui ai dit, ce que tu vas devoir faire, c'est avoir soit un document papier, sans rature, et là, il faut que tu reprennes tout. Ouais. Donc, alors, fichier Excel, le problème, alors, est-ce que c'est, aujourd'hui, il tolère un petit peu le fichier Excel. Le problème, c'est que, normalement, la loi dit, pas le droit de modification. Excel, on est d'accord? Voilà, on est d'accord. Ça peut être facile à extraire. Rachel, il suffit de prendre son relevé de compte. On peut avoir sauvegardé. Et encore, si on a eu un compte dédié, parce que moi, j'ai des gens qui mélangent le pro et le perso. Je pense qu'on a tous un compte dédié. Voilà. Compte dédié, professionnel ou pas? Ou c'est un compte courant classique ou professionnel? Classique. Alors, le compte, alors on va en parler. On va pouvoir en parler, mais on va le faire, la TVA. Alors là, je vous parle de la petite TVA, parce que ça, c'est un peu le sujet du jour. Il y a des nouveaux seuils pour 2025. On passe sur la franchise en base à 37 500. On était à 36 800. On passe à 37 500. Et le seuil majoré, il était à 39 100. On passe à 41 000. Ce que vous avez à retenir, qui c'est qui a la TVA aujourd'hui? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. OK. Bon, vous en faites pas. Vous êtes à la TVA, vous continuez. Ceux qui ne sont pas à la TVA, vous vérifiez un seul seuil, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'en 2025, si vous dépassez les 41 250, vous facturez à la TVA, et ça a changé, plus depuis le premier jour du mois de dépassement, mais depuis le premier jour, vous avez dépassé les 41 000. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Donc dès qu'on dépasse 41 250, on facture la TVA. Et dans certains cas, je vous recommande de passer à la TVA dès le début. Je pense que j'en parle après. Ouais, je vais vous en parler après. Du coup, il y a les nouveaux seuils, plus d'années de tolérance. Ça, c'était les gens qui restaient dans les 36 000, entre 36 000 et 39 100. Et la TVA permet de récupérer de la trésor. Aujourd'hui, ce qu'on paie la TVA, c'est... il y en a deux ici. Voilà. Alors, toi, tu factures des particuliers. En décembre, j'ai plus de TVA. En fait, j'ai eu la TVA en 2022, donc 2023-2024, j'ai payé. Oui. Donc là, voilà, dans un mois, Tu as demandé à ne plus avoir la TVA? Ah, ça se reconduit automatiquement? En fait, oui, tu peux demander. Oui, vous pouvez demander. Alors, vous pouvez demander. J'ai demandé, mais on m'a dit non. Alors, T'as demandé quoi? en fait, en 2022, j'ai dépassé. Ouais. D'accord, j'étais à, je sais plus, c'était quoi, 39 000... C'est ça. Oui, 39 100. Voilà, moi j'étais à 39 300. Je sais pas fait. Ok, d'accord. Typiquement partie des gens qui ne voulaient pas payer la TVA. Ah,
Donc on m'a dit que vous êtes parti pour 2 ans. C'est ça. J'ai demandé l'année dernière si je pouvais avoir une faveur, puisque Ouais, ils t'ont dit non. on m'a dit non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dès qu'on passe à la TVA, on est redevenu à la TVA pendant 2 ans, l'année en cours et l'année suivante. Vous allez me dire, mais comment on revient après à l'exonération? On revient que si on en fait premièrement la demande et qu'on est en dessous des seuils. Mais sinon, on ne dit rien, on est reconduit tous les ans avec la TVA. Si vous dites. Ça, c'est une demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as fait... Ouais. Tu peux encore le faire. Cette année, tu as fait combien de chiffres d'affaires? Oui, mais ce sera valable que pour dans un an. Oui, c'est ça. Alors, dans un an, non. Là, par exemple, si tu as fait la demande cette année, voilà, c'est ça, exactement. Tu as fait combien de chiffres d'affaires? 20, 21. C'est bon. Alors, cette année, tu peux envoyer un message aux impôts en disant « Bonjour, je souhaite revenir en franchise en base de TVA au 1er janvier. » Et là, c'est possible. De faire la demande, c'est fin novembre ou Alors, si possible, ouais, c'est ça. Plus tôt, c'est le mieux. Il faut le faire avant, si possible, le 1er janvier. Alors, Et tu ne peux pas le faire avant décembre, parce que moi je me suis renseignée aussi, ils m'ont dit c'est en décembre. oui, ouais, il faut pas le. Ouais, ils n'aiment pas quand c'est trop anticipé, ouais. Donc en fait, si tu dis rien, t'es Reconduit automatiquement, c'est tacite. Qu'est-ce qui se passe si Moi, là, cette année, pareil. Je suis en on se dessous rend des pas seuils. compte qu'on n'a pas Je paye la TVA, mais là, je suis en dessous des seuils. Ben, Est-ce que je dois la il faut garder régulariser, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre toutes les factures depuis que tu as dépassé. il faut leur envoyer la facture. Ah non, mais alors, non, mais c'est bien, ça va aider d'autres personnes. Il y avait une question qui était intéressante, c'est comment ça se passe si par exemple on n'a pas vu les seuils, on a dépassé pendant plusieurs mois, on n'a pas vu les seuils. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous devez dire aux impôts, bonjour, je souhaite passer à la TVA rétroactivement depuis le mois où vous avez dépassé. Et il y a 2 options. Soit vous dites, je reviens voir mes clients et je redemande 20% de plus. Soit la deuxième option, ben, vous les prenez votre poche. J'ai fait pour 50 clients, 50 factures. Ils ont J'ai fait une facture à voir. Et Oui, une nouvelle facture. et c'est ça, exactement. Il n'y a qu'une boîte qui a pas pu le faire. Alors, en soi, si vous avez des professionnels, ça veut dire, c'est un peu plus de paperasse, mais... avec les particuliers, c'est compliqué. Eh oui, c'est ça. Oui, parce que les entreprises, elles Je me suis aperçue, genre, Mm. une bonne année après, c'est tout. C'est pour ça que des fois, moi, je recommande aux gens, surtout si vous avez des professionnels et très peu particuliers, de ne pas attendre les seuils et de facturer la TVA tout de suite, de demander à passer à la TVA tout de suite. Il faut demander. Pourquoi? Vous êtes venu, vous êtes déplacé, vous avez pris... Alors, les transports en commun, ça ne marche pas, mais par exemple, vous aurez pris la voiture, l'essence, le péage, le midi, vous aurez mangé ici le midi, ça, vous aurez pu récupérer la TVA dessus. L'hôtel L'hôtel, alors l'hôtel... Là, on a pour 3 jours. Hein. L'hôtel, alors, il faut vérifier. L'hôtel, je sais que le petit déjeuner le matin, ça ne marchait pas. Je pense que la nuit, ça marche. À vérifier, j'avais fait un article avec tout ce qu'on pouvait récupérer. Le resto, alors le restaurant, Oui, le resto, ça va. il y a 2 choses. Si par exemple, c'est pas loin de chez toi, tu peux le faire si tu invites un client. Par contre, si tu es loin de chez toi, ouais, tu peux te dire tu es en mission, tu es en déplacement, ouais. C'est quoi pas loin de chez soi? C'est quoi? Alors, il n'y a pas de montant direct. En gros, il part du principe, est-ce que tu peux rentrer chez toi entre midi et 2? Est-ce que tu as suffisamment le temps? C'est-à-dire que si tu es à 10 minutes de chez toi. Mais si on a un client et qu'on déjeune avec le client. Alors, par contre, sur le ticket, il faut... Voilà, exactement. Il faut l'indiquer, c'est ça. Donc, exactement. Après, je pense qu'on. C'est que la TVA, c'est pas. Non, c'est que la TVA. C'est pas la déduction des frais. Enfin, que quand on est agent pro, voilà, c'est Tout à fait. intéressant. Alors, c'est moins intéressant, mais c'est toujours plus intéressant que de ne pas la récupérer du tout. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez fait une prestation à 100 €. OK, 100 €, vous déclarez à l'URSSAF 100 €, vous payez les 22%, 21-ish de cotisation sociale. Les impôts, c'est pareil, tout est calculé sur le hors-taxe. Si demain, vous passez à la TVA, c'est 100 € fois 20%, donc vous facturez votre client 120 €, vous recevez 120 €, vous continuez à déclarer à l'URSSAF les 100 €, vous continuez à déclarer aux impôts 100 € à France Travail, etc. Donc, vous ne payez pas plus de cotisation. Maintenant, si je prends le truc qu'on veut récupérer de la TVA, vous avez fait les 3 jours, etc. Imaginons que sur les 3 jours, les repas que vous avez pris le midi ou le soir, il y avait, je ne sais pas moi, 50 € ou 40 € de TVA, grand max. Vous allez pouvoir dire aux impôts, bonjour, je vous dois 20 €, mais je souhaite récupérer aussi 40 €. Donc là, les impôts vous disent, on vous doit 20 € en fait. Donc, c'est-à-dire, dans ta trésor, tu vas recevoir 20 € au final. Oui, mais... Ça arrive rarement, dans notre cas, que Non. ce soit les fiscalement qui nous doivent plus. Mais alors, ça arrive rarement, mais vous faites du déplacement? Mais on Oui, va déduire. oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'idée. Et même déduire, même le fait... Achète un téléphone. Ouais, mais même si je prends un petit repas, on va prendre, je sais pas, il y avait 5 € de TVA. Je prends un exemple.
Tu vas leur dire aux impôts, je vous dois 20 €, mais vous m'en devez 5, donc je vous en dois que 15. Donc tu récupères quand même 5 €. Il n'y a pas de petit profit. Exactement. Et quand tu fais ça, il faut donner quoi comme justificatif? Alors, il faut... Non, dans la déclaration TVA, il ne la demande pas. Il ne demande pas justificatif. Par contre, en cas de contrôle, vous devez justifier. Voilà. Et oui, mais c'est quoi? C'est une facture. Ah, une facture. Et une facture, attention, au nom de votre entreprise. Alors, ticket de caisse, oui. Bah, tu vois, là, quand tu vas prendre de Oui, l'essence. mais il n'y a pas le nom de notre entreprise. Ah non, non, mais quand c'est la restauration ou l'essence, il n'y a pas besoin de faire une facture au nom. C'est un téléphone, il faut le nom. Exactement, voilà. Et les abonnements en cours, il faudrait qu'on fasse rajouter aux opérateurs finalement. Alors, mais l'abonnement en cours, si c'est un abonnement personnel, c'est un peu plus compliqué, tu ne peux pas le faire. Tu bascules à la TVA. Alors, non, non, non. Bascule au 1er décembre. Oui, Donc mon abonnement, mon téléphone portable, Oui. actuellement mon forfait, ouais, mais c'est un forfait particulier que tu as. mon compte pro qu'il est débité. D'accord. Ah, d'accord, oui. Débité sur mon compte. D'accord. Parce que j'ai séparé dans ma compte. Oui, mais là, ils ne t'accepteront pas de mettre la mention ou quoi que ce soit. Si je demande Non, parce qu'en fait, ils vont demander un numéro. le EI, Ah non, 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 parce que du coup, non, ils l'accepteront pas. Ah ouais. Par contre, ils vont te dire, ben non, passez sur une offre professionnelle. C'est comme les comptes courants classiques. Les banques ont le droit de dire, ben non, la mention EI, on vous la met pas parce que normalement, c'est un compte courant particulier. On va y revenir sur le truc des banques, mais par contre, pour les abonnements, la TVA, vous pouvez la récupérer aussi sur ce qu'on appelle les frais mixtes. Et on peut avoir une liste de téléphones. Bien sûr, sur la micro by Flow, vous avez une liste de toutes les dépenses sur lesquelles vous pouvez récupérer. J'ai fait une petite liste, je vais vous la montrer. Hop là. Moi, je passe mon forfait Assurance, par exemple, la RC Pro. Il n'y a pas de TVA sur les assurances. Non, en principe, il y a pas. Alors, en principe, ils ne sont pas censés mettre. pas sur les cotisations d'assurance. Regarde, même les bancaires aussi. Bancaires, sauf sur les services, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un service en plus. Sur la cotisation sur le compte, non. Par contre, sur les services additionnels, je ne sais pas, moi, commande d'un chéquier ou n'importe quoi, là, il peut y avoir de la TVA. Envois postaux, Exact. chéquier, il y a la TVA. Voilà. Mais du coup, regardez, il y a une personne qui avait fait une super article long comme le bras qui dit tous les principes, donc achat de biens, les parkings péages, frais de repas, carburant. Et attention parce que chaque chose, il y a des particularités. Je te prends un exemple, carburant, c'est pas 100% de la TVA, c'est que 80% quand on est un véhicule de tourisme, etc. Oh là là, ouais, avec Kaby là-dessus, je les ai sollicités, comment calculer. Alors en vrai, je vais te dire, c'est un contrôle. Ah bah, j'ai eu un contrôle, moi. Comment? J'ai eu un contrôle, c'est Ah ouais, mais ils ont vérifié que c'était 80% que tu prenais de l'essence? Ah bah sûrement. Parce qu'en fait, je vais vous dire, par exemple, là, la montre, je l'utilise pour du pro, pour du perso. Ça, je l'ai fait passer à 100% sur la TVA. Vous allez me dire, ah Florian, normalement, tu es censé proratiser en fonction si c'est du perso pro. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que l'abonnement téléphonique ou Internet ou autre, je ne le fais pas passer en TVA. Donc, en gros, ça s'équilibre. Le but, c'est pas de se gratter. Je veux dire, si je vais dans un spa, je ne vais pas dire, bah, tiens, je vais pas récupérer la TVA sur le spa. Là, je peux le justifier que pour mon activité en ligne, je l'utilise énormément. Donc, par exemple, si vous achetez un ordinateur portable, vous pouvez justifier. Un téléphone mobile, vous pouvez le justifier. Attention, quand c'est des dépenses mixtes, il faut faire, si possible, une proratisation. La box Internet chez vous, s'il n'y a que vous qui l'utilisez, 50-50. Si par contre, vous êtes une famille, vous êtes 6-7 à l'utiliser, allez justifier que vous prenez 50% de la TVA de la box, quoi. Oui. Et du coup, la box, il faut que la facture soit. Non, non, pour les dépenses mixtes, pas forcément. Comme on parlait, l'abonnement. Du coup, le téléphone portable, ça peut être pareil. Alors, tu pourrais, oui, Tu pourrais mixer. tu pourrais mixer, tu n'as pas besoin de dire à ton opérateur, etc. Par contre, De changer de formule. c'est ça. Par contre, si tu changes de formule, tu prends 100%. Et le jour où je change d'abonnement, je dis à mon opérateur, tu me passes en offre pro, tu me mets mon numéro de tirette. Et là, tu as 100%. Exactement. Et concrètement, si on se trompe, C'est-à-dire, si on. Moi, par exemple, tu vois, je ne savais pas, mais je prends la TVA de tout mon abonnement Internet. oui, Qu'est-ce que je risque? le pire, ouais, le pire que tu... Rester sur ces quelques. Ouais, c'est ça, c'est quelques euros. Mais ils vont chercher surtout ceux qui grattent énormément. Ouais, vraiment. Chercher ce qui doit. Ouais, c'est ça. Le droit, le oups, là, le droit à l'erreur. Ah, super intéressant. Le droit à l'erreur, tout le monde va l'utiliser un peu en mode coup fourré, joker et tout. Ça marche pas comme ça. Le droit à l'erreur, il peut vous éviter des pénalités de majoration uniquement si c'est vous qui prenez l'initiative de dire j'ai fait une bêtise. Et ouais. Bah sinon, bah ouais, non mais c'est ça. Sinon tout le monde s'amuserait à dire j'ai le droit à une droit à l'erreur, allez 3 000 € de TVA, fais passer. TVA, voilà. Comment? Genre, j'ai oublié la TVA. Exactement. 18 mois. Et moi j'ai des gens pendant 6, 7, 8 mois n'ont pas mis la TVA, ils n'ont pas eu de majoration.
Il faut rester, il faut être honnête, etc. Et tout, et vous avez le droit à utiliser ce droit à l'erreur. Normalement, même si vous avez un contrôle URSSAF ou impôt, tant que vous pouvez justifier quand même que, regardez, je fais les choses bien. Par exemple, la médiation de la consommation, on va en parler. Moi, j'ai quelqu'un qui a été contrôlé par l'URSSAF et la personne a dit j'ai un livre de recettes. En plus, c'était le mien, c'était assez marrant. Il avait la médiation de la consommation et l'URSSAF, le contrôleur, a dit mais même ça, vous l'avez, alors que la plupart des gens ne l'ont pas. Et donc, il a été clément sur les trucs. Tant que vous pouvez justifier que, regardez, j'essaie de faire les choses correctement. Exactement. Mais ils ne vont pas aller vous chercher à vous. Ce qui peut déclencher un contrôle, s'il y a des pics. Par exemple, je ne sais pas, un mois, vous avez fait 6 000 € d'un coup, alors que normalement, vous faisiez 300 €. Ça peut être des petites alertes comme ça. Oui. Si tu, on va arrondir, mais si tu reverses tous les mois, il y a 300 € de TVA, Oui. et que brutalement sur une déclaration, tu leur dis hop, c'est vous qui m'en devez 1000. Oui. Et puis que tu fais ça 2-3 fois dans l'année comme ça, puis qu'à l'année suivante, rebelote, ils vont se dire, disons, oui. Je sais que celui-là, brutalement, il a des. C'est ça. Surtout qu'ils ont des stats un peu avec les codes APE, etc. Je vous ai amené le courrier type moi, de l'URSSAF, si un jour vous voulez voir. Ah, il a gardé, il a encadré. Oui. La TVA, c'est quoi le process pour la récupérer? Parce que Alors, le process. Alors, le process pour passer à la TVA, vous faites d'abord une première demande pour dire sur la partie impôt.gouv, l'espace professionnel, on va dans la messagerie et on dit je formule une option, c'est-à-dire je passe à la TVA. Pareil, pour toutes les démarches, j'ai fait des tutos gratuits en vidéo ou en article sur mon site. Une fois qu'on a eu le numéro de TVA, le mois suivant, on peut faire des déclarations de TVA et on déclare le chiffre d'affaires encaissé du mois précédent, comme l'URSSAF, exactement comme l'URSSAF. Alors moi, je recommande mensuellement. Ouais, je vais en parler en plus ici. Je pense qu'on va... D'ailleurs, Florent, dans mon cas perso, moi, ouais. je les ai sollicités mon centre des impôts début novembre ouais. par la messagerie en disant voilà, je vais dépasser au 1er décembre le seuil. On m'a répondu, on vous propose un rendez-vous téléphonique. Trop bien. Elle m'a appelé, tel jour, telle heure, comme convenu. On a passé plus d'1 heure au téléphone. D'accord. Et je suis reparti, j'ai raccroché confiant. Elle a répondu à toutes mes questions. Comme quoi, voilà, ils font bien. Elle m'a dit après, vous pensez à me renvoyer un message vers le 25 novembre pour que je puisse passer votre compte TVA au 1er décembre. Trop bien. Oui, parce qu'ils n'aiment pas trop à l'avance. Quand c'est trop à l'avance. Non, mais ouais. je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter. Comment? Non, c'est j'ai que son nom et son prénom. Non, mais finalement, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Oui. Je ne lis que mes factures. J'ai jamais. Ce que je passe en frais. Non, Par exemple, mon téléphone et tout ça, je ne l'ai jamais mis dans le livre des recettes. Alors c'est normal parce que déjà, oui, parce que sur votre comptabilité, vous mettez uniquement ce qui rentre, pas ce qui sort. Après, vous pouvez traquer ce qui sort, mais en principe, on vous demande le livre de recettes, c'est uniquement ce qui rentre. Et par rapport à la TVA? Comment ça? Alors la TVA, ils vont pas vous demander un justificatif. Enfin, ils vont vous demander les factures ou les tickets, mais ils vont pas vous demander un document de registre de dépenses. Non, ils vont pas vous demander ça. Ok, donc moi dans le livre de recettes, j'ai toutes mes factures et c'est bon. Exactement, tout à fait. Alors, moi j'ai une question sur, j'achète là un téléphone oui. Le 15 novembre. Oui. Et j'ai pas le temps de m'occuper de ma TVA parce que c'est quand même juste super chiant. Oui. Puis je pars en vacances au mois de décembre et puis au mois de janvier. Je vois la question que tu vas me poser. Est-ce qu'au mois de février, je peux... Non, on peut pas rétroactivement, sauf si tu dis... Sauf si tu leur dis bonjour, est-ce que je souhaite passer rétroactivement à la TVA en novembre, et derrière tu dois refaire toutes tes factures que tu as fait. Je suis déjà à la TVA. Ah Oui, c'est ça. Moi, je suis déjà à la d'accord, t'avais oublié. C'est possible. C'est possible, ouais. Mais il y a une autre ligne sur la déclaration de TVA. Il y a une autre ligne pour, en gros, demander, récupérer une TVA que tu avais oublié de demander. Je ne sais plus exactement, j'ai plus le nom de la ligne, mais c'est possible. Mais il y a un délai légal? Non, pas que je sache, pas que je sois au courant. Okay. Ouais. Finalement, je pourrais dire que 6 mois après. Oui, mais ce qui est mieux, c'est de le faire. Quoique quand on est en TVA mensuel, il y a une déclaration annuelle après. Ah non, c'est l'autre régime, ouais. Et sinon, par exemple, la cotisation FNPR, ça on peut le mettre. Oui. Voilà. Bah, la TVA, et comme là, la TVA du prix de la convention. Alors c'est là où il nous dit, parce que je l'utilise depuis oui. un mois et intéressant, c'est que toutes les dépenses qui sont... Oui, sur le compte bancaire, bah oui. Sont fléchées par Indivs qui les récupère toutes les ouais. On scanne le justificatif ou on le photographie.
Et au 1er décembre, du coup, ça Ouais, ressortira la TVA chaque fois sur toutes les Exactement. Alors faites attention parce que Indy, j'ai déjà remarqué, alors quand tu achètes par exemple des produits qui partent, je sais pas, dans l'Union Européenne, tu as acheté un truc sur Amazon mais qui venait d'un autre pays que la France, des fois sur la déclaration de TVA, ils se trompent. Ouais, il faut faire des fois attention, mais sinon Indy est très bien. La prédéclaration, c'est là où c'est sympa parce que ça Oui. aide pour la prédéclaration. Ah ben oui, Après, c'est ça. C'est toi qui es responsable. C'est pas ça. l'officiel, hein. Mais non, alors, des fois ils se trompent de ligne. C'est eux qui se trompent de ligne dans quelle ligne indique quel montant. T'es censé quand même vérifier. Oui, c'est ça, exactement. Mais Indy, c'est très bien, moi je le recommande. RC Pro, on va parler assurance. Hein, on va rentrer. Qui a une RC Pro? Tout le monde? Oh là là. Est-ce que vous savez à quoi elle sert quand même, cette RC Pro? Elle est obligatoire, c'est obligatoire. Non, pas pour votre activité. Bah, Mais- nous, elle nous a toujours dit que c'était obligatoire. Alors, je pense que c'est les plateformes qui vous demandent du coup. Pardon, Qui vous avez demandé? Qui vous a dit que c'était- De Renault, Les agences nous l'exige. Alors, oui, mais je pense que c'est pour eux pour se protéger ou quoi que ce soit. Mais dans la loi, vous n'avez pas une obligation. Votre activité, elle n'est pas réglementée. Ah ouais, donc on n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, Attention quand même, parce qu'on rentre dans un logement qui soit vide ou qui soit occupé. ah oui. Si tu te prends les pieds dans le tapis. Ah mais c'est pour ça que je la recommande. Oui, oui. Ouais, elle est Vol- recommandée, mais elle n'est pas obligatoire. Ah oui. en fait. Et je pense que c'est là où nos Oui. mandataires nous disent attention, il faut que tu sois assuré. Et tu- Exactement. C'est pour ça eux ils veulent derrière parce que du coup après ils vont devoir rendre des comptes. Mais c'est pour ça que je dis la RC Pro. Moi je le recommande vivement. C'est 15. Normalement vous en avez pour entre 15, 10, 15 euros par mois en principe. Si c'est plus cher, faire attention. Surtout les banques qui proposent des fois même beaucoup moins cher, à 9 euros. Là aussi, il faut faire attention parce que les franchises, il faut vérifier plein de choses sur vos RC Pro. Elles sont là pour indemniser entre 3 types de dommages. Matériel, corporel, immatériel. Matériel, déplacement professionnel. Je prends un exemple. J'arrive ici, hop, je suis là. Sans faire exprès, je déconnecte un truc. Le PC ici tombe. Ça va coûter un peu cher. Là, moi, ma RC Pro pour indemniser, du coup, je ne sais pas ce que c'est le bâtiment, enfin ceux qui gèrent le bâtiment. Là, pareil, hop, j'ai balancé la télécommande. Bon, il faut que ça soit involontaire. Hein. Matériel, donc déplacement professionnel, ça peut être aussi, vous allez visiter un logement et sans faire exprès, je sais pas, vous avez fait tomber quelque chose ou je sais pas, casser quelque chose. Ça peut le prendre en compte. J'ai marqué convention, attention parce que dans les RC Pro, il y a ce qu'on appelle la RC Pro classique et la RC Pro exploitation. L'exploitation, c'est pas dans le cadre directement de votre cas d'activité, par exemple une visite, mais par exemple, vous faites une convention, vous faites une formation, etc. Vous allez dans un salon, une foire. C'est pas directement votre activité. Vous n'êtes pas missionné pour y aller. Vous êtes allé parce que du coup, ça peut être intéressant pour votre activité. Vous n'avez pas été missionné. Et donc, du coup, il faut vérifier ce qu'on appelle la RC exploitation. Corporel, ça m'étonnerait que vous blessiez les gens physiquement. Non? Ça vous est jamais arrivé? Ça va? Non, pourtant, les clients, ils mériteraient. Bon, normalement, en principe, c'est pour ça que j'ai mis ça parce que. Ouais. Par contre, ce qui peut être important, c'est immatériel. Alors, immatériel, c'est très flou. Il faut voir avec surtout les cas d'exclusion de vos assurances. Il y a erreur du conseil. Je prends un exemple. Alors, vous êtes peut-être les mieux placés pour me donner aussi des exemples. Demain, on vous mandate pour proposer, je ne sais pas moi, un logement pour, un futur salarié. Et le logement, il y avait des vices cachés, ou je ne sais pas, c'était pas dans le bon quartier, des choses comme ça. Du coup, il faut retrouver un autre logement, ça prend du temps pour le salarié. L'entreprise, j'imagine, perd de l'argent parce que du coup, c'est du temps. Ils peuvent se retourner contre vous en disant « Attention, vous avez fait une erreur parce que vous n'avez pas vérifié ça, vous n'avez pas vérifié que le quartier, je ne sais pas, soit bien ou pas bien, j'en sais rien, peu importe. » Et donc, l'entreprise peut se retourner contre vous en disant « Erreur de conseil. » Alors, il faut que ce soit une erreur involontaire. Ce n'est pas juste… Il enclenche comment Ils peuvent dire « Attendez, ce quartier, on sait qu'il est pas bien fréquenté, etc. Vous auriez dû le savoir. Vous l'avez pas, et toi, tu t'es dit, merde, je savais pas, j'avais pas pensé, c'est vrai. En fait, il faut que ça soit une erreur involontaire. Et donc, ils peuvent se retourner contre vous en disant, mais nous, derrière, on perd de l'argent parce qu'il faut attendre pour recruter la personne, etc. Donc, ils peuvent se retourner en disant, vous avez fait perdre tant d'argent. Si c'est vraiment une erreur involontaire, c'est ça qui est difficile parce que du coup, c'est une question d'assurance avec assurance. Donc votre assurance, désolé, les assureurs ne sont pas là pour faire gagner de l'argent. Votre assurance va dire, attendez, on va vérifier quand même, est-ce que c'était vraiment une erreur involontaire, est-ce que ça fait partie des exclusions ou pas. Il y a un expert qui vient. En gros, c'est soumis à interprétation. Qui sait, il faut expliquer. C'est comme quand tu as un dégât des eaux ou j'en sais rien. Bon, l'assurance va d'abord vérifier si c'est pas, tu n'as pas fait exprès ou j'en sais rien pour te faire indemniser ou quoi que ce soit. Gestion RGPD.
J'imagine que vous manipulez des données clients, nom, prénom, surtout quand vous êtes mandaté. Si demain, je ne sais pas, vous étiez, ben tiens, si demain, là, là on est enregistré, etc. Si demain, je montre mon fichier client, il y a des numéros de téléphone, etc. Ouh, j'ai pas fait exprès, ça a pris une microseconde, c'était en direct ou peu importe. Là derrière, si j'ai quelqu'un qui porte plainte, la CNIL vient me chercher en disant « Ouh là, pas bien ». Pareil, si vous n'avez pas un truc pour vos clients, normalement, quand vous gérez la RGPD, bon, c'est pas trop ma spécialité, mais en gros, dès que vous manipulez des données clients personnelles, vous devez permettre à vos clients de pouvoir les effacer, ces données. C'est-à-dire, soit vous envoyez un message, vous devez prévenir vos clients qui peuvent effacer à tout moment leurs informations personnelles. Donc ça peut rentrer dans le immatériel de la RC Pro. Et fuite d'informations, je vais prendre un exemple, je ne sais pas moi, vous êtes mandaté pareil pour reloger loger un salarié et un concurrent est au courant qu'il y a un salarié qui commence à arriver, etc., j'en sais rien. Et sans faire exprès, vous avez donné une information qu'il ne fallait pas, encore une fois involontairement. Ben, du coup, je ne sais pas, moi, la deuxième entreprise a piqué le salarié de la première, je ne sais pas si ça peut arriver, mais on essaie de prendre un peu tous les cas. Fuite d'informations, la première entreprise doit reprendre du temps et de l'argent pour recruter un autre salarié, ça peut le prendre en compte. Mais ça, le problème, c'est que l'immatériel, c'est vraiment un sujet d'interprétation. Donc moi, ce que je ferais, si j'étais vous, j'appellerais mon assurance, qui est la RC Pro, leur dire voilà, est-ce que vous savez exactement quelle activité je fais? Est-ce que vous pouvez me dire dans quel cadre, si je fais ci, je fais ça, est-ce que je suis assuré ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'assurances, c'est bien, vous avez une RC Pro, le jour où vous avez un problème, ils vont dire « Ah, ça fait partie des exclusions, désolé, on ne le prend pas en compte ». Donc vérifiez, moi franchement, si vous avez 5-10 minutes à perdre, bon, ça dépend des assurances, vous les appelez et vous leur expliquez. Je ne sais pas si vous avez eu des cas, mais voilà, ça peut m'arriver de faire ça quand je fais des visites. Est-ce que vous pouvez être sûr que si je fais des visites, je suis protégé, si j'ai un problème, etc. OK ? Sachant qu'on n'a pas trouvé de RC Pro. C'est ça. Moi, je recommande un mensuel. Et même, je vais en parler après, mais la déclaration de chiffre d'affaires, passez-la en mensuel. Vous pouvez le faire encore avant le 1er février 2025 pour une application en 2025. Il vaut mieux. Pour l'URSSAF, et pour la TVA, passez tout en mensuel. Comme ça, le premier jour du mois, vous faites les deux. Et quand il y avait le Covid, ils calculaient surtout ceux qui étaient en trimestriel, c'était une tannée pour calculer parce que ça évoluait tout le temps. Ceux qui étaient en mensuel, c'était beaucoup plus facile. Pareil, ceux qui sont à France Travail, à le chômage, ils vont mieux en mensuel. Je disais à la Mickaël, parce qu'on avait eu un petit échange par téléphone, en fonction de notre CA, en fait, la TVA, quand on est en trimestriel, c'est aussi un fonds, une trésorerie. Oui. Effectivement, il faut qu'on la reverse. C'est un crédit, Et quoi. ça, oui. Ouais, mais tu Non, préfères. c'est d'accord, quand l'activité diminue, bah, C'est parfois on dangereux. dit on va piocher un peu dans notre trésor. Ouais, mais du coup, c'est risqué parce que tu touches à un truc que normalement tu dois redonner, ouais. Mais oui, Oui, je peux comprendre. En fonction, tu vois, notre CA parfois, ou notre activité, Ouais. et ben on est un peu entre deux. Moi, je sais que j'étais dans le cas, puis je t'en ai parlé. Ouais. Et c'est vrai que voilà, je pense que le mieux c'est de faire du mensuel. Oui, après, moi je préfère dire aux gens, si vous restez en trimestriel, au moins vous savez, tant que vous faites attention à ce que vous faites, etc., et que vous avez une idée, mais ouais. Le trimestriel aussi, c'est que c'est la gestion des acomptes. Parce que quand d'une année Ah oui. sur l'autre, si tu as une baisse Oui, ou une évolution du chiffre d'affaires, c'est à toi de surveiller. oui, bien sûr, ouais, avec les Elle m'a dit, donc, elle m'a donné les deux tableaux, mais elle voulait pas me Ouais. l'avouer, mais elle dit, mais au final, c'est pour ça que vous me conseillez. T'as deux acomptes Elle me dit oui, elle voulait pas me le dire. Mais oui, c'est clair. pour la TVA. Alors, là, on va partir sur un. Alors, peut-être. Non, on va attendre. On va partir sur ça. Vous allez voir, ça va être un peu lourd. Là, c'est le versement libératoire. C'est une petite option où vous payez un 2,2% en plus sur votre déclaration de chiffre d'affaires. Ça vous dit rien? Bah si, Moi, mais je l'ai, mais la formation. Non, pas la formation professionnelle. Qui ne l'a pas, oui, qui ne l'a pas pris? Bah, moi, je l'ai plus. Alors, je vais vous dire un truc. Ceux qui l'ont, vous devez vérifier normalement chaque année que vous aviez le droit. Moi, j'ai des gens qui ont été redressés sur les 3 dernières années et quand ils devaient 21 000 euros d'impôts, ça fait un peu mal. Ouais. c'est en fonction de. C'est en fonction de votre revenu fiscal de référence. Fiscal de référence. Exactement. Alors, Ouais, mais c'est un calcul hyper complexe. Non. Alors, non, parce que c'est marqué sur ton avis d'impôt, il y a marqué ton revenu fiscal. Il y est marqué ton revenu fiscal. Et en gros, tu dois être en dessous de 28 000 pour une part. C'est-à-dire que si vous avez 2 parts, c'est 28 000 fois 2. Si vous avez 3 parts, 28 000 fois 3, etc. Le truc, c'est que là, je vous en parle, mais vous ne pouvez rien y faire pour 2025 parce que c'est trop tard. Si vous deviez enlever ou la prendre, cette option, il fallait le faire avant octobre.
Ouais, c'est ça, septembre-octobre, c'est avant octobre. Donc pour 2025, c'est mort. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le versement libératoire vous permet de payer un pourcentage fixe de votre chiffre d'affaires. Et dans certains cas, je vais vous montrer des exemples, on peut faire beaucoup d'économies d'impôts. Okay, et dans d'autres cas, on peut payer des impôts alors qu'on n'aurait pas dû en payer. Alors, je vais vous montrer, hop là, j'ai fait un petit tableau très simple. On part du principe, vous êtes tout seul, vous faites 25 000 € de chiffre d'affaires, sans le versement libératoire, vous payez 0 €, vous n'êtes pas imposable. Parce qu'on a ce qu'on appelle le barème à tranche des impôts. Est-ce que tout le monde sait comment il marche ce barème à tranche? Non. Très simple, je prends une commode avec plusieurs tiroirs. Dans chaque tiroir, on met des sous. Et dans chaque tiroir, ils sont taxés d'une façon différente. Donc je prends un exemple. Dans le premier tiroir, je pense que j'ai un petit truc pour le montrer. Ça, c'est bien parce qu'après, on sait comment marchent les impôts en France. Alors, je vais le montrer. Alors, ils ne l'ont pas fait en mode tiroir ici, mais on va... Est-ce que c'est les trucs de cette année? Est-ce que j'ai un truc du bas jusqu'en haut? Ouais, ils l'ont fait un peu à l'envers. Ah, je l'ai peut-être ici. C'est parfait. Bon, celui-là date de je ne sais plus quelle année. Mais c'est ce même principe. Je pense que celui-là, ça date de, je pense, c'est 2021, 2022. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un barème à tranche. Quand vous faites 25 000 € de chiffre d'affaires, ils ne prennent pas votre chiffre d'affaires, ils vont prendre vos revenus. C'est comme le brut et le net, un peu quand on est salarié. Parce que vous avez aujourd'hui un abattement forfaitaire de 34%, parce que vous faites du conseil. Quand vous dites aux impôts, à France Travail, à la CAF, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires, eux, ils disent, OK, on va enlever 34%, et on estime qu'il vous reste 66% du coût de ce CA, et donc du coup 6 600 €. Et c'est ces 6 600 € qu'ils vont mettre sur le barème à tranche et qui vont considérer comme votre salaire, votre rémunération. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a fait, j'ai dit 25 000 € de chiffre d'affaires. 25 000 €, tac, 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 je vais prendre 25 000 €, j'enlève les comment on appelle ça, les 34%. Alors là, normalement, on est passé à 11 000. Ça fait 16 500. 16 500, ça veut dire qu'ils vont dire, on va prendre l'exemple 10 000 €. On va mettre 10 000 € taxés à 0% et les 6 000 € restants sont à 14%. OK? Bon, là, ça a changé parce que maintenant, c'est à 11%. On est à 0 et 11%. Donc, une petite partie taxée à 0, une petite partie taxée à 11 normalement. Et après, en fonction des revenus, alors il faut ajouter les revenus du foyer aussi. Si vous êtes avec quelqu'un, un conjoint, une conjointe, il faut ajouter les revenus du foyer. Et par contre, l'étage a grandi en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Si vous avez deux parts, ce n'est pas 10 000, c'est 20 000 qu'il y a ici. Donc on prend tous les revenus du foyer, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui se situent là et qui vont se dire « Ouais, mais moi, je suis taxé à 30%. » C'est faux. Ils sont taxés une partie à 0, une partie à 11 maintenant, et une partie à 30. OK? Donc, pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un qui a fait 25 000 € de chiffre d'affaires, normalement, il y a 16 000 €, 10 000 € qui est à peu près ici, et 6 000 € ici. Vous allez me dire, 6 000 € du coup taxés à 11%, ils sont censés payer de l'impôt. Non, parce qu'il y a un certain minimum, je vais y arriver, un petit minimum d'impôt où si vous avez à peu près 350 € d'impôt à payer, ils font ce qu'on appelle une décote et en gros, ils vous les offrent. Je vais vraiment faire très simple, ils vous les offrent. Vous pouvez faire une simulation, je vous montre rapidement. Il y a un site des impôts. Je vais ici, impôts simulation. Hop, je vais vous montrer, tac, 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 calcul de l'impôt. Je vous le mettrai aussi sur les liens. Là, je dis ma situation, célibataire, né en 1992. Donc, il faut remplir comme si on remplissait une déclaration de revenus classique. Et là, je vais dire, tiens, je déclare normalement, vous déclarez tous dans revenus non commerciaux professionnels. J'espère que vous ne vous trompez pas. Et ici, je vais dire, je fais 25 000 € de chiffre d'affaires. Normalement, c'est la case que vous déclarez tous les ans. Je fais suite, calculer, et je tombe. Hop, ici, impôt sur le revenu. Voilà, là, vous l'avez bien. Ils disent, tiens, nous, on estime que vous avez gagné, il vous reste 16 500. En principe, vous aurez dû à payer 573 € d'impôt, mais on fait une décote, on va dire, et donc du coup, vous avez 0 € d'impôt à payer. Ça, c'est intéressant. Les 34%, ils sortent d'où? Alors, c'est un truc qui a été calculé il y a 10 ans, 11 ans, qui bizarrement ne souffre pas de l'inflation, mais les 34%, ils vont dire, dans ces 34, il y a 22%, ce sont vos cotisations sociales,
Et les 12% restants, ce sont tout ce que vous ne pouvez pas déduire, les frais professionnels. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ils se disent, nous, on prend votre chiffre d'affaires, on enlève l'URSSAF, on enlève vos frais professionnels, et on estime que le reste est dans votre poche. Okay, et c'est comme ça, après, qu'ils vont le mettre sur le barème à tranche des impôts. Et vous allez voir, après, on va le voir un peu à la fin, à quel moment c'est intéressant de sortir de la micro-entreprise, c'est si vos frais professionnels dépassent les 12%. Parce que, par exemple, je prends un exemple tout bête, si entre mon chiffre d'affaires, mes cotisations sociales, elles sont à 22%, et que j'ai 20%, ce sont mes frais professionnels, les déplacements, etc. et tout, au total, il y a 22 et 20, ça fait 42% de mon chiffre d'affaires qui partent. Alors que les impôts, ils pensent qu'il n'y a que 34% qui partent. Et là, fiscalement, ça devient intéressant de sortir la micro-entreprise, parce que les impôts, ils pensent qu'il nous reste 66%, alors qu'en réalité, il nous reste beaucoup moins. OK ? Je vais redonner... Ça va, c'est pas trop complexe? Alors, c'est le versement libératoire. Après, on va partir en pause. Ne vous inquiétez pas. Je finis juste le versement libératoire qui est un peu... sur la déclaration de chiffre d'affaires. Vous pouvez le voir sur la déclaration. Ah oui, mais voilà. Donc, Là, l'exemple que tu nous as donné, c'était une personne solo... sans les versements libératoires. Là, c'est sans versement libératoire. Alors, celui que j'ai montré dans la... Avant, là, les seuils de 34%, C'est pareil. oui, c'est pareil. Oui, voilà. Donc, sans versement libératoire, la personne aurait payé 0 €. Par contre, si elle avait pris le versement libératoire, vous dites à l'URSSAF, bonjour, je souhaite payer directement les impôts de 2,2%. Oui. Donc, il va y avoir 550 €. En gros, tout le long de l'année, vous allez payer au total 550 € à l'URSSAF au titre de l'impôt. Vous allez me dire, mais Florian, si j'avais su, je vais demander aux impôts de me rembourser. C'est pas possible. Si vous avez opté pour le versement libératoire, La déclaration de revenus annuel. c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous l'avez payé alors que c'était pas intéressant pour vous, ils vous le remboursent pas, sauf si vous l'avez payé alors que vous n'aviez pas le droit au versement libératoire. Si vous l'avez pris, que vous aviez le droit, mais que c'était pas intéressant, les impôts vous disent, c'est votre problème. Voilà, exactement. Donc, vous êtes libéré de l'impôt. Voilà. Donc, je prends le deuxième cas, je fais 30 000 € de chiffre d'affaires. Sans versement libératoire, je suis à 487 € d'impôt. Encore une fois, tout seul, solo, parce que du coup, si j'ai un conjoint et une conjointe qui gagnent bien, ça risque de faire évoluer mon impôt de ma micro-entreprise. Parce qu'ils calculent sur l'impôt du foyer. Même si vous pouvez avoir des taux individuels, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le calcul. Avec versement libératoire, je suis à 660. Bon, là, je me dis, il ne vaut pas mieux que je le prenne, il faut que je reste sans le versement libératoire. Par contre, si je commence à me dire, tiens, il y a un petit cap, j'avais calculé, c'était 31 700 exactement. Il y a un petit cap où on arrive, le versement libératoire, à faire des économies. Sans le versement libératoire, 1014, avec 570. Imaginez si je fais 40 000 € ou je sais pas, 45 000 €, la différence commence à être énorme en termes d'économie. Sauf que ça se pondère en fonction de la composition du... Exactement. Alors, un autre truc, oui, alors je prends un exemple. Je me mets ici, alors même, je vais me mettre ici, vous allez me dire, Florian, là je vais prendre avec versement libératoire, mais si je suis tout seul et que j'ai un enfant à charge, boum, je paye moins d'impôts. Si je suis avec quelqu'un qui gagne moins que moi ou le même niveau, pareil, ça risque peut-être de baisser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une simulation sur le site que je vous ai montré. J'ai fait une vidéo YouTube qui en parle. Et en fait, chaque année, si vous voulez optimiser vos impôts, vous pouvez le faire comme ça. Ou alors, faut demander l'avis à un comptable. Ouais, il y a encore les comptables, enfin les micro. On peut pas changer comme ça. Non, il faut le faire avant le... Il faut prévoir. Oui, il faut anticiper. Quand même. Oui, et c'est ça, il faut prévoir ce qu'on va faire. Je sais pas si c'était dans la tranche du 25, les 30 ou les 35. On peut faire un C'est ça. rapide, on peut faire un rapide tour de table, mais quand vous avez tous des enfants, Oui. ils sont tous à votre charge fiscalement. Non. C'est là où il faut se poser la Ouais, question. c'est ça. C'est Mais- les enfants à charge ou pas à charge. Tu sais que tu me... Oui, je vous le mettrai, la simulation. Faites une simulation comme si vous remplissiez la simulation que j'ai fait avec vos enfants en charge, les revenus de votre conjoint, votre conjointe, Imaginez par rapport à ce qu'on l'année fait suivante. l'année prochaine. Exactement. En revanche, tu dis que là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard, ouais. Pour 2026. Pour 2026, donc il faut prévoir pour 2026. Déjà, il est de quand Il faut faire la demande avant octobre. Avant 2025. de l'année N pour l'année N+1. Donc, Tu ferais pas une petite dérogation là non. Donc octobre 2025. Tu vois, la même que... Non, Avant octobre 2025 pour 2026. ouais. OK? Vous penserez à moi à ce moment-là. Petite question, Florian, sur la déclaration d'impôt. Oui. Donc
peut en faire une conjointement avec son mari. Oui. On n'a pas d'obligation de faire une déclaration. Non, en principe, vous la faites ensemble, ouais, c'est ça. Ouais. 2042. Oui. C'est ça. Mais à la fin, et du coup, quand tu payes en prélèvement libératoire, Oui. tu as déjà toi réglé tes impôts. C'est ça, exactement. Et ce que tu règles à la Donc, fin, je c'est- sur cette feuille là qui dit vous devez mener un permis de tout. Bah, ah oui, oui, non, mais normalement, vous faites tout en ligne. C'est-à-dire qu'il part du principe, dès que vous avez accès à Internet, vous êtes censé le faire en ligne. Ah ouais, faites-le. Ah non. C'est marrant. Mais normalement, c'est en ligne, ouais, déclaration. Simulation, bah, je voulais vous... la simulation, on l'a fait ensemble. Donc, ce que je vous propose, on va faire une petite pause, parce qu'il y a un versement libératoire, et après, on va voir le reste. Ça vous va? Petite pause? Allez, c'est parti. Alors, non mais je parle, c'est vrai que parce que moi j'adore, en physique, j'adore ce truc-là. Alors, exact. Mais non, mais de côté, ça évite que les gens s'endorment et tout. Exactement. Et encore, j'ai pas fait le tour de la salle. Parce que je le fais avec quand j'interviewe dans des écoles de communication. Ils sont toujours au fond de la classe. Donc moi, je vais les voir, je fais le tour et je parle. Et donc, ils sont obligés de se réveiller parce qu'ils entendent un peu en stéréo. Alors, compte bancaire, j'avais demandé qui est un compte bancaire professionnel. 1, 2, 3, ok. Le compte bancaire professionnel, il n'a... Non. Oui. Oui. Le compte bancaire professionnel, il n'est pas obligatoire en micro-entreprise, peu importe si on a la TVA ou pas. Par contre, je le recommande dès le début, si possible, pour pouvoir derrière, vous allez voir si vous voulez encaisser des chèques. Il n'y a personne qui se fait payer en chèque, non? Si? Ah. Si. Ah. Ouais. Ouais, mais demain. Mais ouais, mais sur les chèques, vous mettez quoi? Votre nom, votre prénom, la mention oui? Non? En principe, il faudrait le faire et la banque, quand elle le voit dessus le chèque, normalement, en principe, certains vont accepter, mais en principe, si vous avez un compte courant classique, il devrait dire, bah, attendez, je ne comprends pas, c'est un chèque au nom d'une entreprise, mais en fait, c'est dans votre compte classique. Alors, le compte bancaire professionnel, il n'est pas obligatoire. Il en existe des gratuits. Voilà, on avait parlé, il y a Ini qui proposait, il y a SumUp, etc. Il y en a plein qui proposent. Il y a Finom, je vous donnerai aussi les comptes bancaires professionnels gratuits. C'est bon? Il y avait des gens qui voulaient, non? Non, c'est la salle à côté, on Ah. partage d'arachide. Ah d'accord, ok. Ah oui, on aurait pu faire la pause en même temps, c'est vrai. Et il y a une seule obligation, c'est de prendre un compte bancaire dédié à l'activité. Dédié à l'activité, c'est-à-dire qu'il est séparé de vos dépenses personnelles. C'est-à-dire que tout ce que vous recevez via l'URSSAF, via vos factures, c'est sur ce compte bancaire. Vos dépenses professionnelles, si possible, sur ce compte bancaire. C'est vraiment dédié uniquement à la micro-entreprise, uniquement si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 euros pendant 2 années consécutives. J'imagine que vous faites tous un peu déjà plus de 10 000 euros. Donc, vous devez avoir un compte bancaire dédié. Vous pouvez avoir un compte bancaire classique, un compte courant classique, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, la loi dit 6 comptes bancaires dédiés, obligation de mettre la mention EI. Et là, ça va pêcher. Parce que quand vous allez voir votre banque, bonjour, est-ce qu'on peut mettre la mention EI? Votre banque vous dit, ah, non, non, non. Et votre banque a le droit. Parce que la loi dit, on ne va pas pénaliser les micro-entrepreneurs qui n'ont pas de compte bancaire professionnel. Ça, c'est ce que dit la loi. Par contre, les banques, elles disent, on a un produit pour les particuliers et on a un produit pour les professionnels. Si vous prenez le produit pour les particuliers, il y a une petite mention en disant « Normalement, vous ne pouvez pas l'utiliser pour des dépenses professionnelles, pour une activité professionnelle. » Donc la banque est dans son droit en disant « Je propose un produit privé. » C'est comme les gens qui vont faire leur... Est-ce que les particuliers vont faire leur course à métro, qui est normalement pour les professionnels, etc. Et tout. Et là, c'est pareil. Donc votre banque, du jour au lendemain, si vous avez un compte courant classique, peut dire « Stop, maintenant, on va vous couper le compte. Vous allez récupérer votre argent. » Parce que vous l'utilisez pour l'URSSAF, parce que vous l'utilisez pour la TVA, etc. Et pour la TVA, ça va vous bloquer, parce que pour prélever la TVA, il y a ce qu'on appelle, on a un prélèvement B2B, donc entreprise to entreprise, et sur les comptes bancaires classiques, en principe, ce n'est pas censé passer. Certains, oui. Alors, petite précision dans mon cas. Oui. Elle a vu que j'avais un mandat de prélèvement actif pour la CFE. Et elle a dit que ça sera le même mandat pour la TVA. Donc, ok, c'est bon. Nouvelle autorisation de prélèvement. Ok. Ouais. Tu vois, mais c'est pour ça que certains Et le j'ai laissent un passer. dédié. Ok. Il n'est pas catégorisé pro à la banque. Ok. Il est dédié activité. D'accord, ok. Donc c'est pour ça, si demain vous savez que vous allez passer à la TVA, il faut vérifier est-ce que si vous voulez garder ce compte bancaire personnel, est-ce que votre banque va autoriser le prélèvement à la TVA? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès qu'ils voient ça, les banques vont dire « Ah !» Parce que des fois, ils ne savent pas que vous l'utilisez pour votre activité. Hein. Et là, ils vont dire « Ah !» ben, ça va bloquer. Donc,
C'est ça le problème. Dès qu'on a un compte dédié, l'imagine tout le monde, on est censé avoir la mention EI. Et aujourd'hui, toi, j'imagine que tu as pu l'ajouter. Moi, la banque l'a ajouté, là, je suis en train de vérifier, c'est marqué titulaire, EI, Très bien. C'est un compte pro? C'est un compte compte courant, classique? Ah ouais. compte pro. Ah, bah, c'est normal. Compte pro, ils ont normalement l'obligation, en principe. J'ai un compte Pro? qui est le CCF qui est partenaire Ouais. de la FNPR. T'as mis EI. Ouais. Ok. Donc, tu vois, certains arrivent à le faire. Ouais. Bon, Petite chose, petit conseil pour les comptes bancaires dédiés, enfin de toute façon pratiquement tout le monde, moi je recommande de faire un seul virement par mois de façon régulière avec un montant fixe. Vous allez me dire mais pourquoi? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller piocher des fois dans leur compte, etc. Je recommande de faire un seul virement. Premièrement, pour faciliter en cas de contrôle. URSSAF, impôts, c'est plus facile de dire, bah, tiens, on a fait un seul virement qui partait, et donc s'ils ont besoin de faire un suivi des transactions, c'est beaucoup plus facile de dire, ok, d'accord, ça c'était pour vous payer. Deuxième chose, si demain vous voulez faire un crédit à la banque ou j'en sais rien, peu importe, c'est mieux de vous dire, de montrer, regardez, j'arrive à me verser sur mon compte perso 1000 euros, 1500, j'en sais rien, 2000 euros, un truc fixe. Montrer que vous avez une meilleure gestion, parce qu'en micro-entreprise, il n'y a pas cette notion de salaire, de truc fixe. Donc, c'est plus facile de dire, regardez, j'arrive à me verser tant de rémunération tous les mois. Donc, meilleure gestion vous permet de dire, ok, je garde aussi un peu en trésor, parce que les gens qui voulaient piocher sur la TVA ou des choses comme ça, il faut faire attention. Mais du coup, je ne sais pas s'il n'a pas entendu, Florence, c'était pour toi. Non, mais je disais, du coup, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont aller piocher un peu sur leur compte de temps en temps, etc. Moi, je demande de faire un virement et en gros se dire, ok, combien j'ai besoin pour mon perso de vivre, comme ça, tout le reste, je le laisse pour la trésorerie et pour la TVA, tu vois. Et du coup, si possible, un seul virement. Donc là, tu parles Du compte dédié au compte perso, exactement. Après, le montant peut être. Oui, vous pouvez faire évoluer. Après, oui, en plus, s'il augmente, c'est encore mieux s'il augmente. Mais du coup, alors, au moins un seul virement. Après, s'il est fixe, encore mieux. Pour ça, vous pouvez montrer en disant, c'est pas un salaire, mais on n'est pas loin. Mais au moins un truc régulier, constant, etc. si possible. Et même pour vous, ça permet de dire combien j'ai besoin pour mon perso, mes loisirs, mes charges, etc. Et le reste, je le laisse dans l'entreprise. Ça vous permettra aussi de réfléchir quand vous allez passer en société un jour. C'est pareil, moi aujourd'hui, je suis en société. L'argent qu'est la société, je ne peux pas m'amuser à me le mettre dans la poche comme ça. Enfin, je pourrais, mais je suis taxé dessus dès que je le sors. Alors qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas taxé sur votre argent de votre compte pro à votre compte perso. Ok ? Donc, prenez ce réflexe déjà de là, vous dire, il y a de l'argent pour mon entreprise, pour payer les assurances, les abonnements, etc. et tout. Et il y a de l'argent sur le perso que j'ai besoin pour mon loyer, mon loisir, etc. Ok ? Oula, c'est là ? Hop là ! Allez ! Le meilleur moment, médiation de la consommation. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, dès lors que vous facturez à des particuliers, même si c'est une seule fois, vous devez adhérer à un médiateur de la consommation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui va jouer le rôle de médiateur en cas de conflit commercial, pas juridique, mais vraiment commercial avec votre client. Je prends un exemple. Imaginons que, je sais pas moi, je suis en lien avec allez, on va prendre un étudiant, un particulier, etc., qui va, je sais de te prendre des exemples que vous pouvez avoir, mais ou alors un salarié qui veut trouver une entreprise, s'installer dans une ville. Derrière, il y a une relation contractuelle, donc commerciale avec cette personne-là. Et je lui propose, je lui fais des conseils. Et à un moment, je sais pas, il se dit, ah non, là je suis pas d'accord. En fait, l'endroit où vous m'avez proposé, il était nul. Là, c'était pas bon, c'était pas super mon budget. Remboursez-moi. Bon, bref, il y a un litige où il se dit, pour moi, vous n'avez pas vraiment fait votre boulot. Du coup, je souhaite un remboursement. Vous allez dire, non, moi, j'ai pas d'obligation de résultat, c'est une obligation de moyens, etc. et tout. Après, derrière, si vous n'avez pas fait les démarches sur ci ou j'en sais rien, vous n'avez pas fait ça, malheureusement, c'est pas mon problème. Là, il y a un litige. À ce moment-là, il a le droit de faire une réclamation auprès de vous pour dire, remboursez-moi. Et là, on vous ouvre un litige. À ce moment-là, il a le droit de contacter votre médiateur. Le médiateur va arriver. C'est une personne qui va être désignée par l'organisme de médiation de la consommation. Il va aller voir votre client particulier en disant « Ok, expliquez-moi la situation, ok, j'ai compris ». Il va venir vous voir, il va faire la même chose. Il est là pour représenter un petit peu quand même votre client particulier pour voir si vous avez répondu à ses droits de consommateur. Comment ?
Oui, mais par exemple, si le médiateur se rend compte que si vous avez été pro, vous avez fait vos trucs, il y avait des conditions, il y avait une contrat de prestation de service, vous avez fait votre boulot, le médiateur peut dire non, en fait, il n'y a pas de remboursement ici, donc désolé, basta. Le souci, c'est que qui c'est qui paye la personne qui intervient? C'est l'entreprise. Vous payez quelqu'un qui va protéger, représenter, on va dire entre guillemets, votre client. Alors en vrai, le médiateur, il est censé faire la médiation entre les deux. Mais de base, il est là pour protéger le consommateur. Je vais donner un exemple très précis. Les opérateurs téléphoniques. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mon père, il change un moment d'opérateur, il passe de Bouygues à Free ou l'inverse. Et vous savez que quand on passe d'un opérateur à un autre, on a les frais de résiliation qui peuvent être pris en charge. Le truc, c'est que Free a dit à mon père ah ben non, désolé, on ne vous rembourse pas parce que vous êtes hors délai, machin chose, etc. Et il ne voulait pas, mordicus, il ne voulait pas. Moi, j'ai contacté Free, je lui ai dit bah, écoutez, non, c'est pas normal. Voici les délais, ils sont indiqués sur votre site, ils sont là. Mon père était dans les délais, vous a envoyé un email, vous n'avez pas répondu à temps. Et Free ne voulait pas. Je leur ai dit ok, donnez-moi le contact de votre médiateur, c'est les médiateurs des télécoms. Et là, Free, je leur ai dit bah, donnez-moi les contacts, je vais ouvrir un dossier. Et là, ils ont dit bon, écoutez, vous inquiétez pas, on le prend en charge. Parce que ça fait de la paperasse, etc. et tout, c'est embêtant. Donc voilà. Et le médiateur de la consommation, vous l'avez partout. Vous allez voir votre banquier, votre banquière. Demain, vous demandez un crédit et il vous dit, je ne sais pas, pour X ou Y raison, de crédit personnel, il vous dit, non, en fait, non, pour moi, vous ne répondez pas aux conditions. Et vous dites, si, normalement, j'ai tout, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, votre banquier, votre banquière ne veut pas vous l'accorder. Là, vous allez leur dire, attendez, il y a un souci. Pour moi, il ne respecte pas mes droits de consommateur. Et donc, du coup, je vais contacter le médiateur de la banque. Et en gros, vous pouvez ouvrir un dossier, c'est gratuit pour les consommateurs, pour les particuliers. Et derrière, il y a un médiateur qui va arriver en disant mais qu'est-ce qui se passe et ça marche partout. Il y a un médiateur aussi pour les entreprises, il y a un médiateur pour les impôts, ce genre de choses. Pour les assurances aussi. Exactement. Mais d'abord, il faut d'abord faire une réclamation auprès de l'assureur. Dans tous les cas, il faut d'abord qu'il y ait une réclamation écrite, c'est possible. Qu'il y a eu d'abord un premier acte que vous avez fait et que ça a eu un blocage. Du coup, maintenant on se met côté entreprise. Vous êtes une entreprise, vous fournissez une prestation de service à un particulier qui est un consommateur. Et donc vous devez aussi lui proposer un médiateur de la consommation. Maintenant, combien ça va coûter? C'est payant. L'adhésion, il faut adhérer. Alors attendez, rassurez-vous, j'en connais un. Ils sont un peu partout en France. C'est 30 € pour 3 ans, 10 € par an. Oui, ça va. Je vous dis, moi j'ai que... non. Non, par contre... bonne question. Par contre, alors, ce qu'il faudrait peut-être vérifier, c'est peut-être au nom de la FNPR, je sais que par exemple, je prends l'association, la FNAE, qui est un syndicat pour les auto-entrepreneurs, qui a son médiateur. Et en fait, quand les gens adhèrent à la FNAE, ils ont la médiation de la consommation qui est incluse. À voir si ça peut se jouer pareil. Je ne sais pas, dans les organisations comme ça, si vous pouvez en faire bénéficier. Mais voilà. Ça fera l'objet du travail. Désolé, je vous donne du boulot aussi. Tous ces médiateurs, ce sont des fonctionnaires? Non, alors c'est des professionnels. En fait, il y a certains qui sont salariés, d'autres qui sont en micro-entreprise, etc. et tout. Et ils font partie il y a plusieurs syndicats syndicats d'organismes de médiation de la consommation, des fois par catégorie d'activité. Et moi, celui que j'ai, ils font tout. Oui, c'est ça, par région. Donc en fait, on t'adresse à un... En fait, ils vont devoir aller sur un site internet, ton client, remplir la demande et après, il va être contacté par quelqu'un, si possible, de la région. Tu vois ? Donc, important, on l'indique où? Parce que la médiation, il faut prévenir les clients. Et comment on le prévient? On va dire, mais attendez, moi, Free ou je sais pas, Carrefour, ils m'ont jamais prévenu. En fait, si vous avez un site internet, il faut le mettre dans le site internet, par exemple. Si vous n'avez pas de site internet, il faut le mettre dans les factures ou le CGV. Il faut qu'il y ait un endroit à disposition pour vos clients. Donc, si vous avez un site internet et les factures, vous ne pouvez le mettre que sur le site internet. Tant que votre client a une possibilité, enfin, un libre accès. Ah ben, moi, je vais vous montrer. Alors, il y a une mention spéciale. Il y a une mention spéciale. Je vais vous montrer. Est-ce que Florian, il a bien fait son boulot? Tac, 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 tac. Je vais voir. Alors, je pense pas que c'est... Je pense que c'est dans les CGV. Je vais vérifier. Ah, non. Est-ce que c'est ici? Je peux obtenir remboursement. Ça, c'est autre chose. Médiation litige. Alors,
Pour tout différent qui naîtrait la validité, l'interprétation, l'exécution, etc. et tout, là, on explique les coordonnées de la médiation professionnelle, l'adresse, tu peux les contacter par écrit. Hop, en fait, ils vont dessus et sur le site, demander une médiation. Et c'est là où ils vont faire la demande pour tiens, j'ai un problème, raison sociale, avec qui, etc. OK? Enfin, ces entreprises de médiation sont vraiment sollicitées fréquemment. Parce que Bonne- moi, en tant que particulier, j'ai eu quelques soucis avec une assurance, un truc, j'ai jamais. Ben oui, mais c'est ça le truc. Exactement, ben oui, mais c'est comme les aides. Je vous prends la prime d'activité, qui la demande? Prime d'activité. Moi j'ai simulé, mais. Ouais, voilà. Je vous dis qu'il y a une aide de la CAF qui peut vous verser jusqu'à 600 € par mois. La prime d'activité, c'est quoi? C'est une aide qui permet de dire on vous donne l'argent. Alors ouais, ils prennent quand même les revenus. 20 ans. Oui, Moi, je l'ai eu 6 mois, et puis la première est tombée à 20 ans, bim. ouais, alors c'est ça. En fait, ils font. Il faut voir en fonction des revenus du foyer, mais il faut faire une simulation. On est né à 20 ans, c'est mes enfants. Après, peut-être que moi, bientôt, Ils ne rentrent plus dans les droits de la carte. Mais les autres enfants. Et encore, faut pas. C'est pas bien lourd quand même. C'est pas bien lourd. Au moins 2. Alors ouais, alors il faut faire des simulations. Moi, c'est tout. Surtout, il faut la redemander tous les 3 mois. Donc moi, je veux dire, vérifiez, faites une simulation tous les 3 mois. Et vous pouvez. Alors ils vont demander les revenus aussi du foyer, donc votre conjoint, votre conjointe, etc. Et certains mois, ils peuvent récupérer. Enfin, des fois, c'est 80 €. C'est toujours que c'est quand même ça gagné. Il y a un plein dessin. Comment? Non, c'est pour ça. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui était en micro-entreprise pendant 1 an, il n'a pas demandé. Et là, maintenant, il la demande, c'est 220 € par mois qu'il reçoit. Alors qu'il faisait entre 1400 et 1800 € de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, il faut quand même être souvent en dessous. Alors, je sais que si vous faites plus de 3000 € de chiffre d'affaires, ça risque d'être compliqué. En dessous, ça va. En plus de 3000 €, ça risque d'être compliqué. Et encore une fois, c'est Par le mois. revenu du foyer Par fiscal. mois. Si la- Comment c'est? C'est les revenus du foyer. Oui, c'est ça. Ils vont demander le conjoint et la conjointe. C'est ça, exactement. Oui, oui. Mais j'en parle parce que certains, par exemple, ils ne le savent pas aussi, qu'ils peuvent en bénéficier. Médiation, on a checké, on se dit, tiens, on va... Pareil, je vous donnerai le lien du médiateur, etc. Donc ça, c'est quand même quand tu as un volume de particuliers. Non, non, dès que tu as le premier, même un particulier, même un parent, tu es obligé de l'avoir. Il y a un seuil aussi. Oui. Bon, déclaration de chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, si possible, prendre la déclaration mensuelle. Si vous restez en trimestriel, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire le changement, ça se fait sur le site autoentrepreneur.isaf.fr, directement depuis la messagerie, avant le 1er février 2025, pour que ça soit bon pour 2025. Je recommande mensuel. Encore une fois, pourquoi? Parce que du coup, si vous prenez la prime d'activité, on vous demande le chiffre d'affaires des 3 derniers mois. Si vous êtes en trimestriel, c'est compté en trimestre civil, alors que la prime d'activité, pas forcément en trimestre civil. Donc en fait, vous aurez un décalage, etc. Et pour justifier, c'est une cata. C'est pour ça que des fois, moi, je recommande la mensuelle. Si vous pouvez le changer, changez-le, sinon, c'est pas grave. Puis ça fait moins d'argent à sortir d'un coup aussi. Hein. Exactement, tout à fait. Ça ramène une rigueur aussi. Oui, c'est ça, oui. Protection sociale, alors, quand même, il faut le dire, je rassure, tous les micro-entrepreneurs, peu importe le chiffre d'affaires, vous fassiez 1 €, vous fassiez 1 million, vous êtes remboursé de la même façon sur le remboursement de base, sur les médicaments et les consultations de base. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les salariés c'est mieux. Sur certaines choses, oui, mais sur la partie prise en charge de base, vous avez la même chose, que vous fassiez 1 € ou 1 million. Sur les indemnités journalières, il manque un petit S, ça va être différent. Ça va être calculé sur vos revenus. Encore une fois, chiffre d'affaires multiplié par le taux d'abattement. Du coup, enfin, diminué du taux d'abattement. Je vous prends un exemple. Imaginons qu'on fasse, on va prendre l'exemple, je ne sais pas moi, 30 000 € de chiffre d'affaires l'année. Si vous voulez calculer en cas d'arrêt maladie, et qui est que en micro-entreprise, c'est-à-dire exclusif, il n'y a pas de salariat à côté et tout. Tout le monde? Tous, d'accord. Et à France Travail, il n'y a personne qui est à France Travail en chômage? Je l'ai été. Ah, ok. Bon, alors du coup, voilà, ça va être très important ce que je vais vous dire, surtout que vous avez déjà plusieurs années. Comment ça se passe? Vous prenez votre chiffre d'affaires des 3 dernières années, parce qu'il ne calcule pas cette année. Vous allez faire une moyenne, vous allez diviser par 3. Si vous avez moins de 3 ans, vous prenez l'année dernière et la pénultième année de l'avant-dernière année, et en gros, vous le ramenez sur une seule année. On va prendre un exemple pour quelqu'un qui fait 30 000 € de chiffre d'affaires tous les ans. 30 000 €, c'est le chiffre d'affaires. Il faut qu'il calcule le revenu. Donc, j'enlève les 34%.
je tombe à 19 800 €. C'est ce qu'eux, ils pensent qu'il nous reste en termes de rémunération. Et comment on va savoir combien on va recevoir en cas d'arrêt maladie? Je divise par 730. Je divise par 730 et je tombe à 27,12 €. 27 € par jour. Je multiplie par 30 s'il m'est arrivé un Covid long ou je sais pas, une chute, etc. Je suis hospitalisé. 30 jours, 813 €. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez payer vos charges, votre loyer, etc. pour 813 €? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire de chiffre d'affaires parce que vous êtes en arrêt. Et derrière, la Sécu vous a versé 813 € pour un mois. Et c'est à ce moment-là où on se dit, c'est peut-être pas assez, il va falloir peut-être que je pense à une prévoyance, etc. Mais là, c'est un bon calcul. Je reprends un exemple encore. Vous prenez votre chiffre d'affaires des 3 dernières années, si vous avez plus de 3 ans, vous multipliez par 0,66 pour enlever les 34%. Vous avez vous prenez les 3 dernières années, vous divisez par 3 pour revenir sur un an, vous multipliez par 0,66, on fait des maths, hein, et là, vous divisez par 730 et vous avez le montant des indemnités qui vont vous verser. Sachant que pour maladie, c'est, je sais plus, c'est 3 ou 7 jours de carence. C'est pas un petit rhume où vous mettez un jour, c'est 3 jours, 3 jours. Bon, un petit rhume de 2 jours, vont pas vous, si vous avez un arrêt sur 2 jours, vous n'êtes pas indemnisé. Par contre, un accident, là, c'est directement, si vous êtes hospitalisé. Très important. Et après, vous avez la maternité-paternité. Maternité, vous avez le droit à les 2 aides comme pour les salariés, c'est-à-dire l'allocation de repos maternel. C'est en gros, il y a 3800, je pense, voire un peu plus, versé en 2 temps. Et qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais même pas qu'il y avait des indemnités journalières pour les entrepreneurs. Ah ben, tu vois. Si, ça a changé. Du coup, ouais, les indemnités journalières, donc là, au moins, vous pouvez calculer combien vous pouvez avoir. Mais si vous dites, ah, mais c'est pas beaucoup, 27 € par jour, j'en sais rien, peu importe ce que vous allez avoir, c'est à ce moment-là qu'il y a une chose qui intervient, c'est la prévoyance santé. Prévoyance santé, c'est quoi? Vous allez voir l'assureur, vous lui demandez une prévoyance, c'est pas la mutuelle, hein. La mutuelle, elle est là pour dire, ok, vous avez un remboursement de base des médicaments ou de la consultation avec l'ophtalmo, j'en sais rien. On prend une partie et si vous voulez prendre l'autre partie, c'est la complémentaire santé. Mutuelle, c'est la même chose, ok? Ça, c'est pour les médicaments, les consultations. La prévoyance, c'est une indemnité supplémentaire en cas d'arrêt maladie ou indemnité journalière. Je reprends l'exemple. Imaginons que la Sécu me verse 27 € par jour. La prévoyance, ça va me dire, nous, on va vous verser peut-être 30 € ou 40 € de plus par jour. La prévoyance, les assureurs le proposent. Vous pouvez demain dire, je souhaite cotiser pour recevoir tant par jour. Donc, ça dépend des budgets de chacun. Et peut-être qu'on va, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je verse, je pense, c'est 36 € par mois pour une prévoyance. Et en cas d'arrêt maladie, j'ai 38 € en plus. Voilà, donc il faut voir des prévoyances qui couvrent mieux que d'autres, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que, si vous êtes en arrêt, est-ce que vous pouvez tenir avec le peu que la Sécu donne? Si c'est non, prenez une prévoyance. Vous allez me dire, Florian, je ne tombe pas forcément malade, là aujourd'hui, je n'ai pas forcément les moyens. Et j'ai envie de dire, le plus tôt sera le mieux. Pourquoi? Parce que les prévoyances santé vous demandent de remplir un questionnaire santé. Et des fois, ils demandent sur les 10 dernières années, est-ce que vous avez été hospitalisé ou pas, etc. Parce que malheureusement, il ne faut pas prendre ceux qui ont des risques. Donc, plus tôt vous l'aurez pris, ou plus tôt vous êtes en bonne santé ou autre, mieux ça sera si demain il vous arrive quelque chose ou autre. Parce que plus vous arrivez… Quoi? L'âge aussi. Oui, plus jeune, oui. Plus on avance en âge, Et plus c'est cher. voilà. Exactement. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être que vous n'avez pas de maladie ou quoi que ce soit et tout. Le truc, c'est qu'il y a des prévoyances qui ont des questionnaires un peu chiants. Il y en a qui sont des questionnaires beaucoup plus simples. Par exemple, AJP, qui est une filiale de AXA, eux, ils ont un questionnaire qui est assez simple. Assez simple. Si vous voulez en prévoyance, vous avez des plateformes en ligne qui permettent d'avoir. Si vous voulez vraiment quelqu'un qui vous fasse qu'on appelle ça un mandataire AXA que j'ai rencontré, qui est fantastique. C'est un ancien prof de maths reconverti. Génial. Il n'est pas vendeur, il est là pour faire du vrai conseil et il fait une prévoyance sur mesure. Aujourd'hui, je paye ma prévoyance moins cher que les trucs qu'on voit à l'âne, etc. et tout, mieux couvert. Et derrière, j'ai un vrai conseil. Et vraiment, si un jour vous voulez, il prend vraiment du temps, il peut prendre 1 heure à vous expliquer le truc. Si vous avez déjà une prévoyance, il va même vous dire, regardez, nous, on vous protège sur ça, eux, ils vous protègent sur ça, donc c'est à vous de voir. Si un jour vous voulez, vous pourrez m'envoyer un petit message, je vous mettrai en relation, il est génial.
et je gagne rien dessus. Pour ça que je le recommande. Mais du coup, avoir une prévoyance. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Florent, je fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Oui, mais du coup, si t'arrive un truc, entre pas faire de chiffre d'affaires et ne pas en faire du tout, au mieux. C'est le propre de la prévoyance. Hein, c'est que On assure un risque. C'est ça. C'est globalement C'est comme la l'assurance, assurance hein. voiture, hein. C'est Ça ça. va pas m'arriver, bah, Exactement. c'est Alors, comme ouais. l'assurance d'essai. Hein. Tu te dis, bon, Bah oui, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, mais du coup, le questionnaire santé, à un moment, il t'arrive un truc et Et il n'y a pas que sur le complément des IJ assurance maladie, il y a sur l'invalidité. invalidité. L'arrêt total d'activité. Ah oui, alors ça c'est incapacité et invalidité, par exemple, je sais pas, vous êtes coupé un doigt, etc. Vous avez une invalidité jusqu'à la retraite. Par contre, là, on reçoit des indemnités, une genre de rente, indemnité jusqu'à la retraite. Bon, je vous souhaite pas de vous couper un doigt. Ou... Invalidité, capacité de décès. Exactement, oui. Ouais, les décès. Alors moi, il m'en parle un petit peu. Moi, je suis un peu moins sensibilisé à ça, mais moi, il m'en parlait des fois. Il me disait, c'est triste d'en arriver là et tout, mais bon, après, le coût d'un enterrement ou des choses comme ça, etc., c'est ultra cher. Alors, avoir réfléchi. Alors après, il y a d'autres choses, des assurances vie et des choses comme ça, mais les prévoyances, ça peut être vachement important. Surtout que certaines prévoyances prennent les dégâts, enfin, qu'on appelle ça psychologiques. Si par exemple vous partez je pense que c'est reconnu maintenant, le burn-out en maladie, c'est ça. Ça peut le prendre en compte, mais il faut que vous soyez hospitalisé. Les maux de dos, certaines prévoyances, c'est une petite truc pour les maux de dos, etc., pour les gens qui sont beaucoup. Du coup, vérifiez aujourd'hui si vous en avez une, si vous n'en avez pas. Et encore une fois, le problème, c'est que la prévoyance, c'est pareil, vous êtes engagé, etc. Donc, si demain vous voulez faire des comparatifs, regardez quand est-ce qu'est votre date d'échéance pour les prévoyances. Et c'est d'autant plus important que quand on est salarié, dans la majorité des cas, on en a une. Oui. L'employeur l'a souscrit C'est ça. pour les salariés. Quand on quitte le salariat, on perd cette prévoyance. Alors, soit démission, soit licenciement. Quand il y a un licenciement, les échos, il y a une portabilité pendant un an. Oui, c'est ça. Mais au bout d'un an, on n'a plus de prévoyance. C'est pour ça que demain, C'est intéressant. ce que vous facturez aujourd'hui, oui, mais c'est ça, mais ce que vous facturez aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai la TVA, mais du coup, je vais le reprendre sur moi. Et c'est votre santé en fait demain, c'est-à-dire que vous mettez à risque votre santé, vous n'avez pas de chômage, donc il faut quand même vous dire que votre tarif demain c'est pour votre santé, votre chômage, vos congés, etc. et tout. Quand on est salarié, on ne se rend pas compte, on a notre net, hop, on le prend et basta. Non mais c'est ça. Et encore, les salariés, ils voient leur net, ils voient à la limite leur brut, mais ils ne voient pas que le coût de l'employeur aussi. Il y a un autre coût derrière, ils ne cherchent pas trop là, ils ne le voient pas. Parce que, ouais, ça c'est. Et du coup, en tant qu'indépendant, il faut vous dire que, ouais, mais c'est le nerf de la guerre, votre tarif, c'est votre protection sociale, c'est vos droits à la retraite aussi. On va en parler, les droits à la retraite, je vais vous montrer ça. Là, on va un peu casser l'ambiance. Ah, ben tiens, non, je crois qu'il y avait une question. celle-là, parce que... Alors. J'ai vu. Sac de corde. Ouais, là, heureusement qu'on a fait la pause, mais là. Quand on a tout notre entourage qui dit bah allez, t'es mal barré. Alors. La micro-entreprise, Alors, pour la retraite, je vais vous montrer à la fois la théorie, après je vais vous montrer comment voir le montant de votre retraite. Et peut-être que ça va débloquer certains en disant, bon, les 20% en plus, je vais vraiment les facturer à mon client parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent, quoi. Votre retraite, elle est calculée selon, alors ça va dépendre de certaines personnes, parce que ceux qui ont créé avant 2018, vous êtes normalement en principe à la CIPAV. Ça vous dit quelque chose? Alors moi j'étais assis, oui. Ouais. Ouais, et c'est ce que je voulais te dire par rapport aux indemnités journalières. Elles sont meilleures, jusqu'à 100 euros. Parce qu'en fait, on pouvait Sortir. et Oui. revenir au régime À la SCCI, ouais. Reste à la CIPAV. Et voilà, et a priori, c'était plus intéressant. 101 euros, ouais. Pour récupérer tes droits de... Oui. Je crois que pour les migrés, c'était... Enfin, t'avais plein de gens qui Oui. du coup, avaient des problèmes pour avoir leurs droits qui migraient. Donc moi, je suis restée au... T'as bien fait. Toi, t'es resté à la CIPAF. Ouais. Comme quoi, moi, on m'a orienté. Je sais, il y a tout le monde qui a dit c'est pas bien la CIPAV. Moi, les CIPAV, je les ai en contact direct. Orienté sur la URSSAF. Non. Ouais. Parce que notamment les indemnités... Indemnité journalière, ouais, c'est ça. Et en fait, elles sont plus conséquentes journalièrement, mais pas dans le temps. Oui, c'est ça, exactement. 2 ans. Voilà. Mais en revanche, sur 2 mois ou 3 mois... C'est plus intéressant. Enfin, le montant max évolue bien plus. Le montant max aujourd'hui pour les indépendants qui ne sont pas à la CIPAV, c'est 61 euros, alors que... C'est 80 ou... Ouais, même, je pense que dans les mêmes, on peut monter dans les une centaine, enfin, pas plus de 100 euros, mais... Pour les revenus, c'est pareil quand même. Alors du coup, oui, 50%. La retraite, pour ceux qui ont à la CIPAV, elle est calculée sur les 10 meilleures années, pas les 25.
Par contre, pour ceux qui sont hors CIPAV, donc les autres, c'est 50% des revenus des 25 meilleures années. Encore une fois, j'ai parlé de revenus. Donc, partons du principe que, là je parle de la retraite indépendante, pas la retraite salariée, parce que ça se cumule. Hein. La retraite... Oui, c'est ça. Mais alors du coup, en fait, chaque caisse de retraite, tu cumules une retraite, par exemple, pour la partie salariée, une retraite pour la partie indépendant. Ça se cumule. Attention, il y a quand même des plafonds. 50% des revenus des 25 meilleures années. On va partir du principe que vous avez fait 30 000 € tous les ans pendant 25 ans. Ouais, voilà. Je vais essayer de vous donner juste pour 30 000 € pour un truc quand même bien. J'enlève les 34%. Je tombe encore une fois à 19 800. On va laisser à 20 000, comme ça va être simple. J'ai dit quoi? Le meilleur de votre retraite, le taux plein, ce qu'on appelle le taux plein, c'est 50% de ces revenus-là. Donc je divise par 2, je tombe à 10 000. La retraite, on la reçoit tous les mois. Je vais diviser par 12. Je tombe à 833. 833, vous avez quand même pour 30 000 €. Donc c'est pour ça que moi je sensibilise des gens qui disent ben, j'ose pas facturer plus ou autre. C'est demain, c'est votre retraite que vous préparez en fait. Clairement, c'est ça, c'est la retraite des agriculteurs. C'est ça. Donc, alors attention, je vous rassure quand même, 833, ça c'est que la retraite de base. Après, à la CIPAV ou à la SSI, vous avez ce qu'on appelle la retraite complémentaire. Allez, moi je vous donne... 300. C'est ça, ouais. On peut vous les voir, je vais vous montrer comment le... Ah bah attendez. Il y a un autre principe, mais ça vous faites plus de 10 000 € tout le monde de chiffre d'affaires. Bon, je ne vais pas parler des trimestres de retraite à valider, parce que là, du coup, on partirait sur la retraite un peu loin. Si vous faites, dites-vous que faites minimum 10 000 € de chiffre d'affaires chaque année pour valider 4 trimestres de retraite, parce qu'en fait, pour partir à la retraite à 64 ans, c'est ça, c'est passé à 64 maintenant? Non, 67, c'est le départ max. Je sais. On est d'accord. Bon, en gros, au moment du départ à la retraite, il faut avoir cotisé un nombre de trimestres de retraite, on va dire d'unités de retraite. Et en gros, tous les ans, vous pouvez en faire que 4 trimestres de retraite. C'est-à-dire que si je fais 1 million de chiffre d'affaires en une année, j'ai cotisé que 4 trimestres de retraite. Si je suis salarié et en plus micro-entrepreneur, je suis payé 4 000 € en tant que salarié et, je ne sais pas moi, 10 000 € par mois en tant que micro-entrepreneur, j'ai validé que 4 trimestres de retraite. Voilà. Alors, si tu peux, mais tu as le droit de faire, si demain vous faites 100 000 €, vous avez le droit. Par contre, vous pouvez, si vous faites pendant 2 années, vous avez dépassé les plafonds, vous sortez de la micro la 3e année. Excuse-moi, les 30 000, c'est ce qu'on a. C'est avant. Ça va en abattement, en gros, c'est ce que vous déclarez à l'URSSAF. Et après, t'enlèves le chiffre d'affaires. Et c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Pour ceux qui sont à la TVA, c'est le hors taxe. Ok, et après, t'enlèves les 34%. Oui, c'est ça. Tu prends ton chiffre d'affaires, t'enlèves, donc tu fais x 0,66, et après tu divises, et après tu divises par 2. Et après tu divises par 12. Ouais, je vous montre un petit truc. Alors, vous allez voir un petit peu vous allez voir mon CV. Hein. Pour voir votre montant de retraite, comment ça marche? On va sur un super site qu'on adore, c'est Info Retraite. Je vais m'y connecter. C'est comme le testament, ça. On n'a pas envie d'en parler. Alors, 29 01 47. Alors, mais le truc, c'est que ça peut être intéressant quand même de voir à quelle sauce on va être mangé. On met la tête dans le sac, je pense que ça va mieux. Alors, tac, 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 je vais vous montrer. Normalement, ils sont censés avoir toutes vos informations, en principe. Alors, vous allez dessus et vous avez mon estimation en retraite. Mon estimation en retraite. Accéder au simulateur, c'est ça qui est le plus sympa. Vous allez avoir un petit simulateur qui va s'afficher. Et après, on va faire une estimation sur plus tard. Alors moi, je suis plus en micro-entreprise. C'est quoi la différence? Le BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est pour toutes les activités commerciales. Le VTC, je ne sais pas, moi, ça s'appelle le graphiste, le photographe. Ils font ce qu'on appelle une prestation, ils sont payés pour exécuter une prestation. C'est du BIC. Les ventes de marchandises, c'est du BIC. Le BNC, bénéfices non commerciaux, c'est toutes les activités, ce qu'ils appellent ça intellectuelles. Vous vendez votre savoir, le conseil, l'expertise, la formation, l'enseignement, etc. Il y a un site officiel de l'URSSAF pour dire si c'est du BIC ou du BNC. Il n'est pas à 100% fiable, mais ils ont eu au moins l'idée de faire une liste. Il faudrait que je sache, si possible, votre code APE que vous avez actuellement.
si vous l'avez. Le standard, c'est 7022Z. 70-22Z, conseil pour les autres affaires et gestion, c'est du BNC, je vais vous le prouver. Donc tous les gens qui déclarent dans le BIC, ils sont pas bons. C'est quoi la... Je vais vous dire ce qui va se passer, la différence. Alors, 70-22Z, regardez, c'est marqué, hop là. Alors, il y a marqué conseil commercial, mais autre activité de conseil, libéral non réglementé, c'est du BNC. Donc, là, c'est sur le site de l'URSSAF. Hein. Et nous, on est en libéral non réglementé. Exactement. Alors, Moi, leur ils sont plantés. alors, attention, sur votre compte URSSAF, il y a des chances qui est marqué pour certains qui ont créé après 2018, il y a marqué commerçant. Peut-être sur le compte URSSAF, c'est une erreur de catégorie, ça ne change rien. Et pardon, je rebondis sur ce qu'on Oui. vient de voir. Activité libérale. Oui, Est-ce que, on m'a posé la question ce matin, est-ce qu'on n'est pas profession libérale? Non, la banque m'a demandé de comment de me catégoriser. ah, tu peux leur dire. Alors, en fait, le terme profession libérale, si demain j'appelle une profession libérale, c'est les avocats, les médecins, etc. C'est pour ça que moi je dis activité libérale, ça revient un peu au même. Je sais pas, la banque peut-être qu'ils vont avoir d'autres désignations, mais profession d'appel, ça profession libérale, c'est tout ce qui est avocat, médecin, etc. Ouais, oui, qui ont un ordre derrière. Quoi? On est quand même dedans. Mais oui, c'est-à-dire que l'URSSAF, tu leur dis profession libérale, ils savent que vous êtes en activité libérale. Tant qu'il y a le mot libéral, voilà, ils sont... D'où, c'est pour ça que tu as réglementé dans le règlement. Donc la différence avec CDIC, c'est le... Alors, l'abattement n'est pas le même. Si tu déclares tout dans prestation de services commercial artisanal, tu vas être taxé. Alors, les cotisations ne sont pas les mêmes. Maintenant, ça a un petit peu changé. Il y a quelques pourcents en plus. Sachant que pour ceux qu'on crée depuis 2018, il y a une augmentation de cotisation sociale qui arrive au 1er janvier. Mais du coup, ils vont être taxés un peu moins. Ils ont 50% d'abattement. Vous allez dire, c'est génial. Mais non, ils vont peut-être payer moins d'impôts. Parce que du coup, les impôts vont dire, imaginons quelqu'un qui a fait 10 000 euros et qui est taxé dans les BIC. On enlève 50%. Les impôts vont dire, on va prendre 5 000 euros, on va mettre le barème à tranche. On va estimer qu'il vous reste 5 000 euros dans la poche. Alors que quand vous êtes en activité libérale BNC, ils vont enlever 34%, il reste 66% qu'ils vont mettre au barème à tranche, donc 6 600. Donc vous allez payer plus d'impôts, mais par contre, la retraite, elle est mieux. Parce que la retraite, elle va calculer sur les 6 600 et pas sur les 5 000. Deuxième chose, les indemnités journalières maladie, maternité, etc., va être calculée aussi sur les 6 600. Donc, encore une fois, on ne choisit pas si on est BIC ou BNC. Et les gens qui vous disent « Ouais, je suis sur BIC, vous inquiétez pas, j'ai moins d'impôts », premièrement, ils ne sont pas bons. Deuxièmement, ouais, ok, tu es connu pour les impôts, on en reparlera pour la retraite. Ils sont redressables. Exactement, tout à fait. Surtout que, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, quand tu es en BIC, tu es censé être soit à la Chambre des métiers, soit à la CCI. Donc, si à un moment l'URSSAF vient toquer à la porte, ils vont dire bah, attendez, vous n'êtes pas du coup tout immatriculé en commercial. Ben ouais. Donc, et donc, du coup, ils vont dire bah, pourquoi vous avez déclaré? Donc, derrière, ils sont censés revoir l'URSSAF et leur dire bah, tiens, combien. Alors, il y aura un petit pourcentage, que c'est vraiment, c'est 0, et quelques, mais du coup, la cotisation formation professionnelle n'est pas la même. Et s'ils ont le versement libératoire, le taux n'est pas le même. Il y en a un, c'est 1,7, l'autre, c'est 2,2. Voilà. Quand il n'y a pas de versement libératoire, c'est une déclaration. Oui, oui, là, du coup, le montant des impôts, ah oui, là, du coup. Oui. Ah ouais. Pour info, il y a une consultante à La Rochelle qui n'est pas qui s'est fait aligner, pas pour elle à la base, c'est que son mari s'est fait contrôler parce qu'il est chef d'entreprise. Oui. Et qu'en fouillant, le contrôleur fiscal a vu que madame était en micro, consultant, déclaré en BIC, et donc il a fait coup double. Voilà. Le mari et la femme. Et donc, si là par exemple, cette personne, si elle s'était rendue compte de son erreur, elle aurait pu faire le oups. Elle aurait... Alors, le oups, ça va perdre. Je me dis que moi j'aime bien la Alors, non, mais le oups, en fait, c'est pour éviter les majorations pénalités. Là, les majorations, c'est quand tu as. Alors, mais non, parce que là, du coup, alors, ça dépend. Si le contrôleur a dit voici ce que vous nous devez, mais ça, c'est le truc de base, ça, tu ne peux pas le faire disparaître. Par contre, s'il a dit bah, attendez, pour nous, c'est un truc volontaire, vous avez essayé de gratter sur les impôts, on va vous mettre des pénalités. Là, il y a encore le oups, non, parce que s'il y a eu un contrôle. Avant le contrôle. Si la personne avait pris l'initiative, oui. Si elle t'avait rencontré avant, Exactement. elle a pu rectifier. Ça marche aussi pour ça. Oui. Voilà. Ou alors, si parmi vous, il y a quelqu'un qui déclare en BIC, alors qu'on sait, on vient de voir que c'est du BNC,
c'est éventuellement de dire dès la prochaine déclaration à l'URSSAF, C'est ça. on commence à déclarer en BNC. Et moi je contacterai l'URSSAF. Et puis contacter l'URSSAF pour dire écoutez, je viens d'apprendre que finalement toutes les déclarations que j'ai faites, elles sont pas bonnes. C'est ça. On rectifie le tir tout de suite. Alors là, c'est un peu embêtant parce qu'ils nous donnent toutes les déclarations papier. Moi, j'avais quelqu'un, il s'était trompé sur 1 an et demi. Et alors, ça va, pour une fois, elle était en déclaration trimestrielle, donc ça allait. Et du coup, ils lui ont demandé de reprendre sur 1 an et demi. Ils lui ont donné les formulaires papier à rendre en papier et leur envoyer après scanner par email. On va calculer. En plus, sur le truc papier, il faut calculer nous-mêmes les cotisations. Donc, il y a un petit truc cotisation, il faut sortir la calculette et leur dire combien on leur doit. Et ce qui a déjà été payé. Oui, c'est ça, exactement. C'est bon. Hein. On parlait de retraite. Qui connaît le plan épargne retraite? Ok. Je ne vais pas faire du conseil fiscal, je préfère le préciser, parce que là, on va parler d'un produit d'épargne. Les produits d'épargne, le PER comme l'assurance vie, comme d'autres choses. Le PER, c'est quoi? Vous donnez vos sous à une entreprise qui va le placer à la fois sur la bourse, etc. Vous pouvez avoir du plus 5, plus 10, plus 15, comme du moins 10, moins 5, moins 15, etc. Donc, c'est risqué. C'est un placement qui peut vous apporter beaucoup, comme vous faire perdre de l'argent. Mais le plan d'épargne retraite, il est là pour la retraite. Vous mettez des sous pour une boîte et vous ne pouvez plus toucher tes sous normalement jusqu'à votre retraite, sauf cas où achat de résidence principale, fin d'indemnité chômage, je ne sais plus. Comment? Oui, sûrement oui. Et en principe, il est là pour préparer votre retraite. Vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi pas rendre une assurance vie dans ce cas-là? Je vais expliquer les avantages fiscaux qu'il y a. Vous avez deux façons de sortir à la retraite, soit en rente ou en capital. Rente, ça veut dire, tiens, je souhaite que tous les mois, je reçoive une partie de ce PER. Ou alors en capital, c'est d'un coup. Bon, dans tous les cas, on est taxé. Attention, on est taxé. Toujours quand il y a des sous qui sortent, on est taxé. Hein. Je préfère le préciser. Avantage fiscal. Et ça, peu de gens le savent. Il y a un avantage fiscal que n'a pas l'assurance vie. C'est un avantage fiscal que vous pouvez utiliser tous les ans ou attendre au déblocage de votre PER. L'avantage fiscal, c'est quoi? C'est, alors je ne sais plus, c'est 30%. Une partie des versements que vous faites sur votre PER peut être déduit de votre revenu imposable et sur votre déclaration d'impôt et donc vous faire payer moins d'impôts. Donc ça veut dire que, alors c'est pour ça qu'en fonction des PER, vous pouvez dire, est-ce que là, cette année, je veux que mes revenus, je veux utiliser l'avantage fiscal. Et l'année prochaine, quand vous ferez votre déclaration de revenus, normalement, votre PER va l'indiquer directement aux impôts et ils vont vous dire, tiens, il y a tant de montants que vous pouvez déduire et ça va réduire votre revenu imposable et donc du coup, dans un certain sens, vos impôts. Ça peut être intéressant uniquement si j'ai marqué TMI, taux marginal d'imposition. Vous vous rappelez du revenu, le barème? Ça peut être intéressant, et ça c'est d'autres conseillers qui l'ont dit, quand vous êtes aux alentours de 30%. De TMI, c'est-à-dire quand vous commencez à être bien imposé au niveau du foyer fiscal, ça peut être intéressant d'utiliser l'avantage fiscal chaque année. Ou alors, vous ne l'utilisez pas et vous l'utiliserez à la fin quand vous le sortirez en capital, c'est-à-dire en rente ou en capital, directement. Je vous prends un exemple. Moi, pendant 2 ans, je faisais, quand j'étais en micro-entreprise, à un moment, je faisais 20 000 ou 25 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas utilisé l'avantage fiscal. Je ne payais pas assez d'impôts pour me dire je veux réduire mes impôts. Quand j'ai commencé à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, je suis allé voir mon PER en disant maintenant, les versements que je vous fais là, tous les mois, 100 euros, je vais verser 100 euros, je souhaite utiliser l'avantage fiscal maintenant. Et donc, du coup, jusqu'à la fin de l'année, tous les versements que je faisais pourront être déductibles pour l'année suivante. Ça a vérifié avec votre plan épargne retraite si vous en avez un. Mais ça peut être intéressant. C'est un dispositif fiscal pour pouvoir optimiser vos impôts, réduire vos impôts. Donc, vous placez de l'argent et une partie des versements que vous faites pourront réduire vos impôts au cours des ans. Ça a vérifié avec… Oui? Si je peux me permettre, il y a une nouvelle loi de finances et c'est en train d'être… c'est intéressant. Ça va être beaucoup moins intéressant. Ok, ça, je ne savais pas, tu vois. Ok, trop bien. C'est tout récent. Ok. Ça a été voté, c'est bon? Ou c'est parce que là, le PLF, là, il est un peu… En cours, mais Oui. C'est en mauvaise voie. Ok. Du coup, là, je vous en parle parce que normalement, c'est censé préparer le PER. Moi, par exemple, je me suis ouvert un PER, une assurance vie, etc. Bon, c'est 2 trucs différents. L'assurance vie, tu le bloques, c'est 8 ans, je pense, c'est ça, pendant 8 ans, etc. À voir.
Si c'est intéressant ou pas, pareil, moi je préfère mettre un petit peu et je dis bon, j'attendrai. Là, moi j'en ai pris un qui est éthique. Je peux vous dire, bah tiens, on va faire un truc, ouais, vous allez voir la transparence un peu sur... C'est ça le problème aussi quand même. Hein. Pour certains PER, c'est pas. Alors, mais- les convictions qu'on a, c'est pas toujours très fort. Alors, ben oui, souvent les plus éthiques écologiques, c'est ceux qui vont rémunérer le moins. Mais bon, après, c'est malheureusement... Ah, attendez. Comment ? Comme les assurances vie. Est-ce que je vais pouvoir m'y connecter? Comme les assurances vie, oui, effectivement, ouais, comme les assurances vie, je ne sais plus si c'était avec cette adresse email ou l'autre. Je vais vous montrer. Est-ce que je peux y accéder directement? Oui, non. Ça, c'est Amazon. Ou est-ce que c'est avec mon autre adresse? Je vais essayer de vérifier. Tac, 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 tac. Get Caravelle. Hop là. Caravelle. Ah ben non, je ne vais pas pouvoir. Bon, ah si, c'est bon. Hé hé hé. Votre mot de passe. Hop. Use this password. Update. Alors regardez, là par exemple, j'ai au total laissé 2600 € et j'ai une plus-value de 2,67%, ce qui me permettrait normalement en principe d'avoir, si je continue comme ça, d'avoir un complément de revenu de 277 € par mois en plus de ma retraite classique. On avait vu les 800 € et quelques. Mais là ce sont des projections, attention, c'est pas un truc qui est fixe. Pendant un an, j'étais dans le négatif, ok? Donc ça peut évoluer et un plan épargne retraite, c'est pas un livret. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir sur du long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Comment ça évolue. Bon, on n'est pas là pour parler trop de fiscalité, mais je voulais au moins vous sensibiliser à ça. Quand on est souscrit à un plan épargne retraite, est-ce qu'on peut le transférer dans une autre? Oui, c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, ils vont te dire, est-ce que du coup, alors ça dépend en plus des conditions des PER, est-ce que tu as une plus-value, une moins-value? Parce que je pense que si tu as une plus-value, tu perds la plus-value que tu avais quand tu le transfères. Ouais, à vérifier, mais ouais, il faut voir les conditions. Ouais. Alors, bon, cumul chômage, je l'avais mis. Je vous le dis, peut-être que vous allez pouvoir l'indiquer à des confrères, consoeurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. En principe, vous avez le chômage et que vous êtes en micro-entreprise, vous avez ce qu'on appelle le cumul partiel. C'est-à-dire que plus vous gagnez de chiffre d'affaires, moins vous recevez de cité, pas 2 fois, enfin, peut-être 2 fois plus cher ou j'en sais rien, ou 1,5 fois plus cher. Si j'ai 3 personnes qui m'ont dit, ah, lui, c'est un bon gars. Aujourd'hui, moi, mes tarifs, j'ai commencé la micro-entreprise, je payais 70 € la consultation. Maintenant, je suis à 240. Il y a des gens encore qui me demandent de facturer plus cher. Il y en a qui... l'heure, ouais. Comme un avocat. Ouais, ben, alors ça m'a fait bizarre, mais tu vois. Il y a encore des avocats aussi qui facturent. Ouais, 240, ils sont... c'est ça. Et du coup, par contre, j'ai des gens qui me disent, mais quand ils sont passés par moi, ils me disent, mais franchement, j'aurais payé plus cher. Tu m'aurais dit 300. Alors, par contre, c'est ça le truc, c'est que demain, est-ce que toi, tu préfères venir me voir à 240 € ou voir quelqu'un que tu connais pas, ou tu connais pas la crédibilité ou notoriété, et qui va te facturer peut-être, alors après, ça dépend les budgets, qui va te payer 100 €, surtout pour l'administratif ou autre. Tu vois, tu vas te dire, bah, je préfère payer un peu plus cher, mais je suis sûr, ce gars, c'est ça. Et donc, Mais nous, c'est pas vraiment un domaine d'expertise. On travaille tous à peu près de la même façon. Et nous, Ben, je pense quand je parle d'expertise, ben, est-ce que demain, vous mettez le même temps pour trouver, ben, je sais pas, pour un cas client, est-ce que vous mettez le même temps pour trouver, je sais pas, en termes de délai pour trouver un logement, pour trouver ci, est-ce que, en moyenne? Non, c'est pas grave. Est-ce que vous trouvez en moyenne, vous êtes à la moyenne, tous à peu près le même délai au moment où vous avez pris ce compte? Ouais, mais si par exemple demain, toi, tu arrives en 2 fois moins de temps, trouver, etc., t'avoir les... Ça dépend de la région, du secteur géographique. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais dans le même secteur géographique, etc., je sais pas si vous êtes... Ou alors vous avez le meilleur contact. L'expertise, si tu es dans une ville, entre celui qui est arrivé, qui a débuté il y a 6 mois et celui qui l'a depuis 15 ans, Il y a son réseau, c'est... Le réseau, et bien voilà, travailler. Je pense qu'il a quand même plus de chances de... Tout à fait. Et donc, du coup, je pense qu'il pourrait facturer plus cher parce que derrière, il y a son réseau, il y a son expérience, ses contacts. Mais c'est l'idée, je ne sais pas si ça va être transmis aux membres de la FNPR, ce que je dis. Je sais pas, est-ce que toi, tu as un recul par rapport à ça sur l'activité libérale? Ben, le truc, c'est que. Bah ouais, mais. De dire, on nous dit quel est ton taux horaire? Tout à l'heure, tu disais 40 Est-ce qu'aujourd'hui, on Je ne peux pas marcher en taux horaire. Oui. Ah, ça, c'était pour l'école avec laquelle j'intervenais. Des fois, sur des prestations. Ouais, c'est pas mon taux à moi. Moi, je sais que j'ai certaines agences de reloc. Non, c'est ce que l'école m'a imposé. Sur la grille, elles te mettent taux. Enfin, si tu as une prestation qui est supplémentaire, ils te payent 30 € de l'heure. 30 à 40 € de l'heure. Alors,
Ouais, je suis pas. Non, mais tu as une très bonne question. Je suis pas, moi, alors même moi, pour fixer mes tarifs, c'était au plouf plouf. Moi, c'était comme ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je sais pas combien vous avez d'abonnés directement, de personnes qui font votre activité, mais en gros, de faire un genre de sondage anonyme ou autre. Comme ça, je ne sais pas si vous connaissez tous vos taux horaires, etc. Mais vérifiez en fonction de votre zone géographique, etc. combien vous facturez, parce qu'en fonction des activités, un agent co ne va pas avoir le même, ou quelqu'un qui fait du conseil en crypto ou en finance ne va pas avoir le même taux horaire et tout. Ça peut pas se calculer par rapport à un. Putain, j'ai une bêtise, hein, genre Alors, un CA. Alors, ça peut se calculer. On prend l'exemple des 30 000. Ben, souvent, on va te dire combien. Ah non, mais souvent on va te dire combien tu as besoin pour vivre. On va te dire combien tu as besoin pour vivre. Du coup, en partant de ça, combien tu devrais facturer. C'est ça le truc. Et là, tu as une base. Tu as des sites pour avoir un genre de simulateur, mais. C'est biaisé, c'est pas comme ça. Je sais, mais je suis d'accord. Mais Par rapport au marché, qu'est-ce qu'il accepte le marché Moi, c'est ce que toi. bah, le marché aujourd'hui, moi, à accepter. je suis plus cher que tous mes concurrents. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et est-ce que le marché l'absorbe? Oui, Voilà, les deux à la fois. mais il n'y a pas de stats comme ça. Les impôts et. Bah en fait, c'est ça, il faut le calculer Et le sur prix 30 du euros. marché, Ouais. Tu vas déduire Le ton. prix. Tu vas Donc, déduire. est-ce que tu es prêt à te déplacer pour. Bon, déjà, je peux vous dire le chiffre d'affaires moyen de tous les auto-entrepreneurs, ça va vous casser un peu, c'est 1033 € par mois. Le chiffre d'affaires mensuel moyen, le CA mensuel moyen d'un auto-entrepreneur, c'est 1033 €. Oui, il y a tout, il y a le BTP, il y a le machin. Le CA, Non mais net. Enfin, je veux dire, ah non, sans abattement. Ah ouais. Il y en a aussi, c'est une petite activité. Ah oui, et encore, c'est ceux qui sont déclarés. C'est ceux qui sont pas les OnlyFans ou machin. Ouais. Oui. Juste une petite photo. Oui. Toi, Florian.